Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Fort et responsable ainsi parlait Monseigneur Philippe Fanoko-Podro. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le dimanche 17 novembre 2019. Nous sommes donc le dimanche, jour du Seigneur, et un de ses serviteurs au Togo s'est confié cette semaine à l'opinion nationale. L'archevêque émérite de Lomé consolide sa place dans le processus électoral. 3 sorties publiques depuis 2 semaines, plusieurs sujets évoqués. La présidentielle avec une demande au bout, la suspension des préparatifs, les incendies des marchés du Togo avec des révélations concernant les probables auteurs ou commanditaires des sinistres. Et puis cette alerte, Monseigneur Philippe Fanoko-Podro est-il réellement menacé? Qui lui en veut autant ainsi qu'à son collaborateur Marc Mundi? Ce dernier est d'ailleurs convoqué ce lundi à la gendarmerie nationale. L'histoire du Togo continue de s'écrire et celle des marchés a ajouté de nouvelles lignes. Les Togolais seront-ils autre chose en plus à part les déclarations de Mohamed Blouma? Dans le camp des anciens du collectif Sauvons le Togo, on a mis en place un comité d'urgence. En vérité, quelles sont les urgences dans ce pays? La présidentielle, elle n'aura lieu que l'année prochaine. Le milliardaire Jack Ma, il est passé rapidement à Lomé devant une vingtaine de jeunes Africains. Les éliminatoires de la CAN 2021, le Togo y est entré par une porte dérobée en perdant à Lomé devant les Comores. La loi des finances, exercice 2020, les prévisions s'établissent en ressources et en charge à 1466,2 milliards de francs CFA contre 1381,9 milliards en 2019. Au moment où 2019 a commencé par égrener ces dernières semaines, les Togolais n'ont pas perdu de vue les fêtes de fin d'année. Certains bars et boutiques de Lomé ont entonné les premiers petits Papa Noël, mais sincèrement, les Togolais pensent-ils vraiment aux fêtes ou aux élections? Les élections sont pressantes puisqu'elles apparaissent partout au travers de la prochaine révision électorale, au vote du code électoral, de la formation des OPS, de la mobilisation des candidats et de la mission des Nations Unies et de la CEDEAO à Lomé. Encore la CEDEAO, très impliquée dans les jeux politiques au Togo depuis 2005, les émissaires de la communauté ouest-africaine, même si certains officient désormais aux Nations Unies, suscitent enthousiasme teinté de diverses interrogations. Pourquoi c'est toujours Ibn Chambas? Comment renouer le fil de confiance après les dernières missions des facilitateurs ghanéens et guinéens au Togo? Dans la foulée, Togo Debout écrit à Antonio Guterres quelles sont les chances de la lettre ouverte. Notre invité est le député et président candidat Djeri Tama. L'émission est mise en onde par Vinces Lasboga Koudoyo. Nos numéros sont 96 50 34 37 et 70 43 09 70. Djeri Tama, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oh, comme un charme. Vous êtes candidat à la présidentielle et vous êtes au total 10, si j'ai bien compté, 10. Il reste une personne pour constituer une équipe de football. Je ne sais pas si vous êtes footballeur et si vous l'êtes, quel serait votre poste favori? Attaquant. C'est toujours le poste où on se valorise le plus. Vous savez, vous pouvez être un très bon, quand vous prenez le palmarès des ballons d'or, en dehors d'une seule fois où un défenseur, Cannavaro, a été récompensé, c'est toujours les attaquants qui sont valorisés. Et puis même comme vous le savez, moi j'aime toujours être dans l'offensive. Donc oui, j'étais footballeur. Quand j'étais footballeur, parce que je l'ai fait comme tout le monde d'ailleurs, j'étais plutôt attaquant. Attaquant de pointe. Dans quelle équipe? Sans doute de quartier? Non, dans les équipes de quartier, de lycée, bien entendu. Je n'ai pas officié à des niveaux plus loin. Je pense qu'il faut réserver à César à ce qui appartient à César. Et ceux qui ont plus de talent, il vaut mieux qu'ils aient se mettre au foot. Je pense qu'il n'y a pas de talent particulier dans ce domaine-là. Et sans aucun doute que j'avais quand même des talents dans d'autres domaines. Aujourd'hui, le football, c'est beaucoup d'argent. Et nous en parlons au début de cette émission parce que le Togo a perdu d'entrée dans le cadre des éliminatoires de la CAN de 2021. Le Togo a perdu face aux Comores et le match s'est joué jeudi à Lomé. Comment est-ce que vous avez ressenti cette défaite? Pour moi, c'est une humiliation. Il faut avoir le courage de le dire. C'est vrai qu'on ne doit pas forcément classer les équipes, même si la FIFA elle-même fait un classement d'équipes. Mais je pense que quand on regarde le palmarès de l'équipe nationale togolaise de football, son parcours, je rappelle quand même que nous avons été à la Coupe du Monde, que nous avons beaucoup d'internationaux, beaucoup de joueurs qui évoluent dans des championnats de prestige en Europe. Ne pas pouvoir battre une équipe comorienne qui est plutôt une équipe modeste, pour moi, la vérité, c'est que c'est une vraie humiliation. Surtout que la défaite, c'est chez nous.
C'est-à-dire que, bah, à la limite, on part du principe que, bon, quand on perdait à l'extérieur, bon, peut-être que le 12e homme qui est le peuple a joué un peu, mais venir perdre quand même contre une modeste équipe comorienne, j'ai vraiment rien contre l'équipe comorienne, mais quand on prend le classement FIFA, quand même, on est quand même mieux loti, c'est quand même une humiliation. Et je pense qu'il faut dorénavant commencer à tirer des leçons. Les leçons lesquelles, par exemple? Ben, ça fait quand même beaucoup de défaites. Pour moi, je pense que autant on ne peut pas demander un devoir de redevabilité aux hommes politiques et ne pas demander ce même devoir-là à d'autres personnes comme un staff technique. On a vu dans beaucoup de pays, je prends un exemple très simple, M. Hervé Renard, qui a quand même à 2 reprises offert des cannes à des équipes différentes. Mais il a fait une prestation moyenne au Maroc, automatiquement, il a présenté sa démission, ou alors on l'a démis. Bon, parfois, par élégance, on préfère laisser la personne donner l'impression qu'elle a présenté sa démission. Je crois qu'aujourd'hui, ça fait quand même un certain nombre d'échecs pour notre équipe nationale et qu'il faut quand même prendre des décisions. Ayant le courage des mots, je pense qu'aujourd'hui, M. Claude Leroy n'est pas la personne la plus indiquée pour diriger l'équipe nationale togolaise. Mais en fait, ce qu'on ne comprend pas, d'habitude, c'est dans les traditions des Occidentaux de démissionner une fois que ça ne va pas. Mais Claude Leroy, visiblement, il s'accroche. Bah, écoutez, il a beaucoup plus officié dans les pays africains pendant toute sa longue et durable carrière. Je pense qu'il a pris le pli et les habitudes des Africains. En Afrique, on démissionne rarement. Donc je pense que c'est pour ça qu'on l'appelait le sorcier blanc. Je pense qu'il a gardé plutôt le côté sorcier et il a oublié le côté blanc. Parce que bon, c'est vraiment une sorcellerie que de perdre autant de matchs. Et il nous avait dit à l'époque que la qualification pour la CAN était réellement l'objectif. Donc on a perdu la qualification pour la CAN, et puis bon, de façon même piètre d'ailleurs. Et jusqu'à ce jour, bon, on continue à avoir des promesses. Donc pour moi, si l'entraîneur ne démissionne pas, ben, à mon sens, il faut prendre les responsabilités. Parce que vous savez, dans ce pays, le football est encore le seul ciment qui unit les Togolais. On peut vraiment être d'obédience politique différente, religieuse différente, ethnique différente. Le seul moment où les Togolais sont fiers de leur identité nationale, c'est quand l'équipe nationale joue. Donc on ne peut pas badiner avec ça. Pour moi, aujourd'hui, il est temps, si l'entraîneur même ne démissionne pas, donc on le démette. Et puis on s'est rendu même compte d'ailleurs qu'il y a des entraîneurs locaux qui font du bon travail. Abalo de ceux qui dirige l'équipe nationale fait du bon travail. Et je rappelle aussi même d'ailleurs que la seule fois où le Togo est allé en Coupe du Monde, c'était quand même avec un entraîneur africain. Donc il n'y a pas de, à mon sens, de défaut de qualité pour des entraîneurs locaux, pour peu qu'on leur accorde les mêmes avantages, la même confiance qu'on accorde à des entraîneurs occidentaux ou étrangers. Ce qu'on ne comprend pas, est-ce que le sorcier blanc, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, est-ce qu'il aurait perdu ses formules magiques? Ben, manifestement oui, parce que ben, je pense que l'âge n'a pas beaucoup aidé, parce qu'autrefois, il nous a habitués à des retournements de situation extraordinaires, que ce soit avec le Cameroun, surtout ainsi de suite. Et là, on se rend compte que non, la magie ne prend plus. Ça ne prend plus. Et puis bon, ben, vous savez, quand même vous êtes un prédicateur, de temps en temps, ça ne prend plus, parce que ben, vos aléas, comme je peux le dire, hein, sont partis. Donc là, ils sont partis, il faut peut-être qu'il aille les chercher ailleurs. Mais pour moi, je pense que l'alchimie ne prend pas au Togo. Il faut que tout le monde tire la leçon de ces échecs répétés et qu'on passe à autre chose, qu'on passe à notre entraîneur. Beaucoup de gens tournent leur regard vers le chef de l'État parce qu'il serait très impliqué dans l'engagement ou le recrutement de cet entraîneur français. Est-ce que la balle est réellement dans ses mains? Bon, écoutez, moi, je ne peux pas entrer dans ces arcanes-là parce que je n'ai pas tous les éléments, mais ce que je retiens, c'est que c'est une fédération qui recrute un entraîneur et qui met un terme à son mandat. Bon, maintenant, n'oublions pas aussi que le gros problème de nos pays, c'est que nos fédérations sont entièrement dépendantes des financements publics. Et donc, celui qui tient la clé de la bourse tient la clé de la décision aussi. Donc, c'est un peu ça. Donc, à partir du moment où ben, c'est l'État togolais qui fournit les 99% des financements de la fédération et des équipes, il est évident que le gouvernement a un droit de regard sur le choix des entraîneurs, peut-être même éventuellement le choix des candidats. Mais bon, aujourd'hui, moi, honnêtement, peu importe celui qui doit prendre la décision, mais je pense que le peuple togolais attend qu'une décision courageuse soit prise et qu'on expérimente un autre entraîneur, tout simplement. C'est le cas dans tous les pays. En sport, le sport ne s'accommode pas des échecs. Quand c'est bon, on applaudit. Quand c'est pas bon, ben, vous avez vu en Angleterre, M. Ranieri a fait gagner les SSTR, une champion, comment on appelle ça, le championnat, mais de façon inattendue. L'année suivante, ben, le résultat n'était pas au rendez-vous, ben, on s'est séparé de lui. Donc pour moi, c'est que nous sommes sur
la théorie du résultat. Et quand le résultat n'y est pas, ben, il faut prendre des décisions. Vous savez ce que quelqu'un a dit, un observateur, après cette nouvelle défaite du Togo. Il a dit que le Togo est devenu une équipe anonyme. Certains ont même ajouté que presque plus rien ne marche dans ce pays. Bon, moi personnellement, vous savez, j'aime bien cloisonner les choses. Là, on parle de foot. C'est vrai que c'est dommage qu'une si belle équipe qui a connu tout ce palmarès-là soit aujourd'hui à ce niveau-là. Mais excusez-moi du peu, hein, on a même dans la sous-région beaucoup d'équipes qui ont connu des palmarès extraordinaires. Je pense même aujourd'hui, on peut parler même de notre voisin le Ghana ici, qui a été autrefois quand même une magnifique équipe à gagner, qui depuis un certain nombre d'années, même s'ils arrivent à se qualifier à la CAN, n'arrivent plus à atteindre les niveaux qu'ils ont atteints. Il y a des équipes qui fluctuent, mais sur le fond, ce n'est pas le fait que nous soyons tombés qui pose un problème, c'est qu'on ne voit pas des manœuvres pour nous relever. On tombe dans la vie, on tombe, on se relève, il n'y a pas de problème. Donc pour moi, je ne veux pas non plus associer tout. Je suis un acteur politique, je suis engagé politiquement parce que je trouve qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ce pays, mais au même moment, il ne faut pas jeter l'eau du bain avec le bébé. Il y a des choses qui sont positives dans ce pays. Parfois, ils viennent de la société civile, parfois, ils viennent des particuliers. On a des Togolais qui nous représentent à l'extérieur, qui ramènent des prix, qui font la fierté du pays. Je prends le groupe Toufan aujourd'hui, qui est une grande fierté nationale. Je ne veux pas dire que tout va bien et tout va mal dans le pays, alors qu'on a quand même des jeunes qui font, depuis une bonne dizaine d'années, la fierté de notre pays. Vous êtes jeune, vous êtes député à l'Assemblée nationale et candidat à l'élection présidentielle. Je ne sais pas si c'est votre âge qui vous donne toute cette fougue-là, parce que hier, on discutait encore, vous étiez à Palimé. Est-ce que, quelque part, c'est cette jeunesse qui est votre force? La jeunesse, je pense aussi que, comme vous le savez, je viens d'un métier où il faut travailler dur, il faut s'entraîner dur. Je pense que tous ces moments d'entraînement, j'ai quand même quasiment toutes les formations et tous les brevets, hein, des formations qui sont souvent les formations les plus difficiles, parachutistes, commando, alpinistes et tout ça. Donc je pense que tout ce que l'on a pu faire dans sa jeunesse finit par quand même aider un peu, mais au même moment il faut reconnaître, aujourd'hui j'en suis plutôt même frustré de paraître comme l'un des Benjamins de la classe politique togolaise. Ça veut dire que ça pose un problème, surtout au niveau de l'opposition. J'ai 44 ans, normalement à 44 ans, je devais être peut-être un des, je ne veux pas dire seniors, mais un des gens qui sont dans le ventre mou, et qu'on ait des jeunes de la trentaine qui poussent et qui arrivent à s'imposer. Malheureusement, nous sommes dans une situation au Togo où on a l'impression qu'il y a une gérontocratie qui gère la vie politique togolaise, surtout, et c'en est malheureux, au niveau des partis politiques de l'opposition, où quand vous regardez aujourd'hui, une bonne partie de ceux qui continuent à animer la vie politique togolaise avait été là dans les années 90. Moi, en ce moment-là, j'étais un petit slip et je faisais Cerceau, vous imaginez. Quand on faisait Cerceau, on regardait les gens à la télévision, on avait l'impression que c'était des dieux. Et aujourd'hui, 30 ans plus tard, les retrouver au même endroit avec parfois le même discours, c'est vrai que ça choque un peu. Vous étiez à Palimé, je l'ai dit tantôt, c'est parce que les députés devraient participer à un séminaire là-bas, au pied des montagnes de Palimé. Est-ce que vous êtes revenu renforcer? Oui, bien sûr. Vous savez, le travail parlementaire ne s'apprend pas forcément à l'université. Ce qu'on appelle la légistique, par exemple, il n'y a pas de science à l'université qui apprend la légistique. Comment écrire les lois, comment écrire les propositions de loi, comment les amender. C'est des choses que vous apprenez sur le tas. Vous n'avez pas, même dans les écoles de droit, des formations, des filières qui apprennent ce genre de trucs-là. Donc, du coup, quand vous arrivez, on vous met dans le bain et puis vous arrivez, vous vous retrouvez en tant que député face à un projet de loi qui arrive avec 54 pages que vous devez amender. Donc, c'est vrai que les compétences, parfois, sont limitées. Et malheureusement, il faut aussi le dire, c'est qu'à l'Assemblée nationale, les députés n'ont pas d'assistants parlementaires. Bon, il y a des problèmes de ressources. Donc, du coup, vous vous retrouvez peut-être avec une formation, je vais dire un truc pour calmer tout le monde, peut-être avec une formation de sociologie, et vous vous retrouvez avec un gros dossier, soit traitant des finances, avec des sigles pas possibles, soit traitant du droit, avec des acronymes que vous ne maîtrisez pas. Donc, il était important peut-être de faire ce séminaire de mise à niveau. Je pense qu'il y en aura d'autres qui doivent venir pour faire en sorte que l'activité parlementaire, la production parlementaire soit importante. Ceci pour deux raisons. La première, vous savez qu'au Togo, nous avons, mais depuis longtemps, ce n'est pas uniquement nous, hein, depuis que l'Assemblée existe, il y a très peu de propositions de loi. De toute façon, aucune proposition de loi n'a jamais
réussi à atteindre son terme, mais il y a très peu de propositions de loi. L'ensemble, c'est les textes que le gouvernement envoie et on les amende. Et puis même les amendements, quand vous ne maîtrisez pas la règle de l'amendement, ben finalement vous ne dites rien, ou bien tout ce que vous dites n'a vraiment pas d'importance. Donc oui, on a appris, on a renforcé les capacités sur la production parlementaire, sur le contrôle de l'action des députés, de l'action gouvernementale. Parce que n'oublions pas, il faut peut-être que les citoyens qui nous écoutent, le rôle de l'Assemblée n'est pas uniquement de voter les lois, mais c'est aussi de contrôler l'action gouvernementale. Donc régulièrement, nous devons demander le principe de redevabilité. Venez nous expliquer ce que vous êtes en train de faire. Bientôt, on va voter la loi des finances. Normalement, les nouvelles dispositions veulent que le ministère des Finances, tous les 3 mois, vienne faire son rapport périodique. Dire, ben voilà, vous nous avez donné la main sur tel budget. Voilà, au premier trimestre, voilà ce qu'on a fait. Au deuxième trimestre, voilà ce qu'on a fait. Et puis, on a introduit quelque chose aussi de nouveau maintenant à l'Assemblée nationale. C'est le débat d'orientation militaire qui est en amont même de l'adoption de la loi de finances. Donc, vous regardez exactement quelles sont les orientations budgétaires. Vous allez étudier ce qu'on appelle le document pluriannuel de programmation et économique et pluriannuel de DPBF, et puis le document de programmation pluriannuel économique et pluriannuel. Donc, ce document-là, vous allez l'étudier aussi, qui va vous permettre en réalité de regarder sur les 3 ans, parce que maintenant on est en train d'aller sur des budgets programmes. Donc sur les 3 ans, qu'est-ce que le gouvernement veut faire? Comment est-ce qu'il va faire le glissement de ces budgets-là? Et je pense que c'est quelque chose de révolutionnaire. On est en train d'apprendre. Mais on va certainement améliorer la production parlementaire avec ces séminaires. J'espère qu'on en aura d'autres. Vous avez dit quelque chose de fondamental, la redevabilité. Parce que vous, personnellement, vous écoutez intervenir sur plusieurs médias, mais ce n'est pas le cas de plusieurs députés à l'Assemblée nationale, notamment ceux qui sont majoritaires. Ah, ça, c'est ça le problème. Maintenant, il va falloir que vous achetez des grues pour aller les soulever et pour les amener. C'est vrai que même on a eu des travaux avec des experts. Ce que tout le monde reconnaît, c'est que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit les députés, même on a fait une communication récemment, pendant le séminaire, que ce soit même le gouvernement, il n'y a pas suffisamment de communication de la part de ceux qui sont au pouvoir. Donc on n'a pas de visibilité de la part de ceux qui sont au pouvoir. L'information est parfois sanctuarisée. Et je vais vous dire quand même un exemple lors de ce séminaire qu'on a demandé, il y a combien de députés qui ont des sites internet pour parler de la réalité? Ben, la plupart des mecs qui sont levés, c'est des mecs des députés de l'opposition. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie fragilité au niveau de la communication. Bon, maintenant après, les gens vous diront que sans communication, ils gagnent, donc pourquoi communiquer? Mais je pense que le principe de redevabilité devait pouvoir permettre à ce que les citoyens sachent ce qu'on fait avec l'argent du contribuable. Ça, c'est leur argent. Et qu'est-ce qu'on fait en leur faveur? Et qu'aujourd'hui, vous ne savez pas très bien que, par exemple, dans les communes, on a mis la maison du citoyen, les députés sont là pour répercuter les doléances des populations. Mais il faut que nous-mêmes puissions communiquer pour montrer ce que nous faisons. Nous, on essaie de le faire au niveau de notre groupe parlementaire. Je pense que ce serait bien si tous les députés le font pour augmenter la redevabilité et puis la prise de conscience en réalité de l'évolution que nous faisons dans notre pays. Mais c'est une réalité qui gêne parce que c'est vrai que le parti au pouvoir gagne. Mais là, on est en face d'une démocratie dans laquelle un défi fondamental qu'est la communication, par exemple, la redevabilité, et ce pilier-là n'est pas vraiment assuré. Mais quelle démocratie alors? J'ai toujours dit, sans faux fuyant, que nous sommes dans une démocratie de façade dans notre pays. C'est-à-dire qu'on a tous les ingrédients, les institutions, la séparation des pouvoirs, les pouvoirs de contrôle, les institutions de contrôle, les institutions de contrôle qui sont judiciaires et juridictionnelles et les institutions de contrôle qui ne le sont pas. On a 8 institutions qui travaillent dans notre pays, qui devaient pouvoir normalement, par leur mobilisation, faire en sorte que les citoyens soient en permanent au courant de ce qu'on fait pour lui, à son avantage. Mais on se rend compte, vous-même en tant que grand journaliste, vous pouvez, bon, je sais que vous n'allez pas pouvoir le dire ici, mais le nombre de fois où vous invitez des gens qui ne veulent pas venir. Ce qui fait que parfois on a l'impression qu'il n'y a que des députés de l'opposition qu'on invite sur les médias, mais c'est parce que malheureusement il y a des gens qui ne veulent pas venir. Donc c'est pour ça que nous sommes dans une démocratie de façade où tous les ingrédients sont mis, mais où en réalité on travaille ce que nous appelons aujourd'hui la démocrature. C'est-à-dire que c'est une sorte de dictature de la démocratie. On a tout, mais on n'a pas les ingrédients pour pouvoir mettre les citoyens au cœur même de l'action gouvernementale et que les citoyens comprennent ce qu'on fait pour eux. C'en est regrettable, bien entendu. On doit souhaiter juste qu'au retour de Palimé, que les choses puissent commencer par changer. Alhamdoulilah. Avant Palimé, vous aviez tenu des sessions à l'Assemblée nationale et notamment une était consacrée au code électoral, n'est-ce pas? Oui, bien sûr.
votre formation s'est abstenue quand il s'était agi d'introduire les nouvelles dispositions qui devaient permettre aux Togolais de l'extérieur de voter. Oui, expliquez-nous. Non, vous savez, bon, ça fait longtemps qu'on réclame le vote des Togolais de la diaspora. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont été même appréhendés, des gens ont perdu des choses. Moi, comme vous le savez, nous avons participé aux manifestations de 2017, mais même avant 2017, on réclamait le vote des Togolais de la diaspora parce que la diaspora togolaise aujourd'hui, c'est quoi? C'est plus de 300 milliards d'envois. Ça veut dire que ça fait autour du quart du budget national. Et on ne peut pas, quand même, une diaspora aussi active, lui refuser le droit de vote. Donc, du coup, quand l'initiative est arrivée, c'est une initiative même d'ailleurs pour respecter des engagements pris avec la CEDEAO, nous avions trouvé que c'est une bonne chose. Mais pourquoi est-ce que nous en sommes abstenus? Pour deux raisons. La première, c'est que, comme vous le savez, au Togo, pour être électeur, c'est-à-dire que pour avoir sa carte d'identité et sa carte d'électeur, hypothèse numéro 1, vous avez votre carte d'identité ou votre passeport, vous allez le démontrer et vous avez votre carte d'électeur. Hypothèse numéro 2, vous ne l'avez pas. Et ce qui se passe, c'est que vous avez ce qu'on appelle les témoignages des personnes ressources, qui sont les notables et les chefs cantons. Mais prenez Lomé ici, quel notable connaît tout le monde, tous ceux qui sont dans les maisons. Donc du coup, nous disons, mais on ne peut pas au Togo dire, si vous avez juste, si un chef canton vous valide, vous votez, et dire que pour ceux qui sont de la diaspora, quand on dit diaspora là, il faut que nos concitoyens qui nous écoutent comprennent que diaspora là, ce n'est pas uniquement Allemagne, France, truc, hein, c'est ceux qui sont au Bénin ici, ceux qui sont au Ghana, qui doivent produire 3 documents qui sont obligatoires. La carte nationale d'identité, le passeport et la carte consulaire. Je vais vous dire une chose, je vais revenir sur la carte consulaire, c'est que c'est un document, même si c'est un document qui est établi par le consulat, ben c'est un document qu'on vous demande quasiment nulle part. Donc la première raison, nous avons dit, il y a c'est une politique de 2 poids 2 mesures. On ne peut pas permettre aujourd'hui à ce qu'un Ghanéen, par exemple, qui vient dans une localité au Togo, la veille des élections, se fait enregistrer parce qu'un chef canton qui ne le connaît même pas va dire qu'il prenne. Au même moment, nos concitoyens qui sont à l'étranger, qui ont soit la carte nationale d'identité, soit le passeport, ne peuvent pas se faire enregistrer parce qu'on leur demande la carte consulaire. Première chose. La deuxième chose, c'est qu'on dit que cette carte consulaire doit dater de 6 mois au minimum. Nous étions en train de faire l'adoption de cette loi-là en début du mois de novembre et le recensement, la révision de liste électorale allait avoir lieu à partir du 29. Donc, le début novembre, vous dites à des gens qui n'avaient jamais, à qui on n'a jamais dit que la carte consulaire était obligatoire pour avoir la carte électeur, vous dites aux gens, ben, écoutez, il faut avoir 6 mois. Ben, on dit non, mais écoutez, à la limite, vous pouvez aménager un moratoire pour permettre aux gens en 2023 ou bien 2024, pour qu'ils puissent se conformer à la loi. Mais à partir du moment où nous-mêmes nous sommes en retard, ben, qu'on comprenne que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Donc on comprenne que du moment où c'est en retard, qu'on permette à la limite ce que nous avions demandé, dans un premier temps, ceux qui souhaitent faire la carte consulaire avant le 29, qu'ils aillent la faire. Et puis dans un deuxième temps, qu'on permette à ceux qui ont l'un ou l'autre des documents, puisque les trois sont liés. Pour avoir le passeport, vous devez avoir une carte nationale d'identité. Pour avoir la carte consulaire, vous présentez le passeport. Donc l'un ou l'autre qui permet de savoir qu'un étranger, quand on retrouve dans la diaspora, est vraiment togolais, qui puisse voter. Bon, on n'a pas eu gain de cause, donc nous avons dit que cette loi-là ne va pas permettre sérieusement au maximum de personnes de la diaspora de voter. Vous avez lu un message à l'occasion, et moi je cite un extrait de ce message. L'audit de ce fichier en 2015 a d'ailleurs démontré que seulement 25% des Togolais disposaient d'une pièce d'identité. Aussi, a-t-on été obligé, pour ne pas se retrouver avec un code électoral de 750 000 Togolais, de s'accommoder avec l'identification par des personnes ressources qui sont les chefs traditionnels et le notable. Fin de citation. Est-ce que la situation a évolué depuis? Non, du tout. Bah, aujourd'hui, quand vous regardez, il y a quand même des efforts qui sont faits à tous les niveaux pour donner des pièces d'identité au Togo. On verra exactement combien de personnes, mais c'est grâce à la francophonie qu'on a pu faire ce audit-là. Malheureusement, sur un fichier électoral lambda, on ne peut pas faire ce travail-là. Mais je ne pense pas que aujourd'hui, avec les délais qu'on pourra monter même à 50%. Mais au même moment, il faut rappeler que c'est une réalité africaine. Ce n'est pas le Togo qui a la primeur de cela. Mais c'est qu'il fallait prendre compte de ces contingences pour dire, OK, ben pour la diaspora, on va être quand même plus souple. Parce qu'en 2015, moi, j'étais candidat, et c'est ce que l'ODI nous a donné, 25% de la population togolaise. Sur un fichier électoral qu'on évalue à peu près à 3 millions, non uniquement ont des pièces d'identité. Et ce qui est quand même assez affligeant, c'est que même à Lomé, on descend parfois à 18%. C'est-à-dire que même Lomé a moins de personnes qui ont des pièces d'identité que sur l'ensemble du territoire. C'est quand même quelque chose qui est assez contraignant. Il faut qu'on mette en place une vraie politique
nationale, parce qu'aujourd'hui, on a plutôt l'impression que chaque service se lève et dit on va donner des nationalités gratuites. Le lendemain, quelqu'un dit qu'il va donner des pièces d'identité. Donc, il faut mettre en place une politique globale. Le parti politique Hadi avait fait une proposition qui nous semblait... Mais justement, il y avait eu des propositions, notamment de Hadi. Bah après, maintenant, quand vous êtes minoritaire à l'Assemblée, on n'a pas encore, oui, mais pas encore le sursaut national qui permet dans nos mais qu'est-ce qui se cache derrière cette volonté du pouvoir, passer outre les propositions qui sont faites ici et là par des partis politiques pour donner beaucoup plus de crédibilité? Non, bah après, maintenant, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne pense pas fondamentalement qu'il y ait quelque chose qui se cache derrière, parce que quand vous prenez la nature de ce fichier, vous vous rendez compte que quasiment dans toutes les préfectures, ben, il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas de papier, pour une raison aussi très simple, c'est que quelqu'un qui n'a pas un compte en banque quelque part, qui n'a pas besoin d'aller dans un service public quelque part, il va faire quoi avec votre histoire de carte d'identité? Donc les gens, c'est une question d'intérêt. Si la personne n'a pas un intérêt à avoir une carte d'identité, il cultive son champ, il vend ses tomates et ses poulets au marché. Pourquoi voulez-vous qu'il aille dépenser 5 000? D'abord 5 000 pour faire la nationalité. Et parfois, si vous n'avez pas un parent direct qui a la nationalité, il faut recommencer un circuit qui est long, pénible. Et ben, pourquoi est-ce que la personne sera motivée de le faire? Donc c'est un peu ça le problème. Je ne pense pas fondamentalement que le fait qu'il y ait une bonne partie des Togolais, 15% comme on le dit, qui n'ont pas de carte de nationalité d'identité, de pied d'identité, soit voulu par le parti au pouvoir. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils ne le mettent pas en priorité. Normalement, on doit pouvoir le faire entre deux élections. Bon, maintenant, quand vous regardez le Togo, 2018, on a fait les élections, 2019, on a fait les élections, 2020, on a fait les élections. Donc, c'est peut-être après 2020 qu'on aura le temps de pouvoir s'asseoir et essayer de voir comment on règle ce problème définitivement. Mais si la situation n'a pas vraiment évolué, est-ce que le risque que vous évoquez là, à savoir la présence d'éventuels non-togolais sur des fichiers électoraux, est-ce que cela n'est pas un risque encouru une nouvelle fois par les Togolais et qui peut créer une nouvelle crise? Non, normalement, c'est le problème aussi, vous savez, moi, ce que je déplore, moi, je fais partie des partis politiques de l'opposition, hein, c'est que nous ne sommes pas, nous non plus, réactifs. Pourquoi? C'est qu'on dit, après la révision, bien le recensement électoral, on affiche les listes électorales avec les photos des gens devant les CLC. Et à charge maintenant à tous les citoyens d'aller vérifier si les gens là, puisqu'ils sont dans le quartier, si ces gens-là, hypothèse numéro 1, est-ce qu'il n'y a pas un Ghanéen, un Béninois, que vous savez que lui là, il n'est pas togolais qui est là-dessus? Est-ce qu'il n'y a pas un mineur? Parce que vous savez, surtout au niveau des femmes, elles ont un développement physiologique qui est souvent en avant de leur développement, on va dire, biologique. Donc, ben, est-ce qu'une femme que vous connaissez, une jeune fille que vous connaissez, parce qu'elle a poussé une poitrine, entre guillemets, excusez-moi les dames, mais à 14 ans, on va la enregistrer. Donc, vous, les gens du quartier, vous devez pouvoir dire telle personne là n'a pas. Mais je peux vous dire que depuis maintenant 2013, parce que le code électoral actuellement, c'est 2012-2013, on n'a jamais fait ce travail-là. Donc, du coup, on crie en amont, mais après, là où on a les goulots d'étranglement qui ont été mis en place pour faire le contrôle a posteriori du fichier électoral, on ne le fait pas. C'est ça qui est dommage. Si on arrivait à le faire normalement, je pense qu'avant d'enlever les doublons et tout ça, on doit pouvoir aussi dire qu'il y a telle personne qui n'a pas l'âge, il y a telle personne qui n'est pas togolaise, telle personne qui a été condamnée, parce que il y a pas, les gens ne vont pas regarder dans le fichier. Donc, vous pouvez être condamné et être peut-être dans un autre pays, être sur le fichier électoral. Parce que ben, après le contrôle que le ministère de développement et de la décentralisation fait, c'est sur la base de données togolaises. Pas sur la base de données étrangères. Est-ce que les Togolais sont suffisamment sensibilisés pour jouer éventuellement au chien de garde? Non, c'est une faiblesse de nous. C'est pour ça que moi y compris, le net y compris, nous avons une vraie faiblesse structurelle là-dessus. Nous passons plus notre temps à crier au vol, avant même que le vol n'intervienne, alors que nous aurions dû normalement intervenir à ce niveau-là pour dire, bah, écoutez les amis, dès qu'on affiche les fichiers avec les visages, les portraits des gens, allez regarder. Et puis on doit pouvoir saisir la CELI qui a 48 heures pour donner sa décision. De vous à moi, on ne le fait quasiment jamais. Quand on évoque l'inscription des Togolais sur les listes, il y a la révision ou le recensement et le gouvernement a tranché cette semaine en optant pour une révision qui va avoir lieu à la fin de ce mois. Est-ce que c'est une réponse qui vous satisfait ou pas? Non, bah, écoutez, moi, vous savez, en ce qui me concerne, ce que j'aurais voulu, c'est qu'on ait un fichier électoral permanent. Où toutes les années, dès que ceux qui atteignent 18 ans, ils vont se faire enregistrer. Si on avait un état civil qui fonctionnait, tous ceux qui bougent dans le cadre de leurs activités, ils vont à la commune ou peut-être même dans la CELI permanente pour se faire enregistrer. Et ceux qui meurent, avec le certificat de décès, on les enlève
du fichier électoral. Moi, c'est ce que j'aurais souhaité. Comme ça, on a un fichier qui ne fait pas l'objet de révision antépassée. Parce que c'est vrai que l'article, je ne l'ai pas dans l'esprit, mais il y a un article du Code électoral qui dit que les listes électorales sont révisées dans l'année. Donc, du coup, à partir du moment où on a fait une révision en 2018, il est extrêmement difficile de faire un recensement parce que les recensements, ils se font souvent comme on le faisait par autrefois, puisqu'il y avait 2 ans et 3 ans de décalage entre les élections législatives et les locales. Donc, quand il y avait un décalage suffisamment, on le faisait. Mais personnellement, je pense que en réalité, c'est la constitution même du fichier électoral que certains contestent. Ce n'est pas le fait qu'on fasse révision ou recensement. C'est au fait que les gens contestent. Aujourd'hui, vous entendez des gens vous dire il faut passer au passeport biométrique ou bien au truc à la carte biométrique. Donc, en réalité, c'est le mode qu'on conteste. Mais je vais dire une dernière chose, c'est que si quasiment toute la classe politique de l'opposition a assisté aux élections locales de 2019 sans contester le fichier électoral, donc ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, les gens considèrent que le fichier électoral qui est là est suffisamment satisfaisant. Et si aujourd'hui, beaucoup de formations politiques, beaucoup d'acteurs politiques se revendiquent de cette élection-là j'ai entendu des gens nous dire que nous, au niveau de l'Assemblée nationale, nous ne devons plus figurer à la CENI parce que les résultats ont donné de nouveaux rapports. Ben, ça veut dire que quelque part, on reconnaît que le recensement qui a été fait en 2018 et en 2019 sont des recensements qui permettent de modifier la donne politique et il sera extrêmement difficile d'expliquer à quelqu'un que ce que vous avez accepté en 2019, vous ne l'acceptez plus en 2020. Quand on organise les recensements ou quand on procède aux révisions, et cela a un coût. Et dans certains pays, les gens pensaient à l'organisation pure et simple des élections générales. Au Bénin, par exemple, ce n'est pas à chaque 2 ans, 3 ans qu'il va falloir soit organiser des élections ou procéder à des révisions ou au recensement. Est-ce que c'est une possibilité que le Togo peut éventuellement essayer dans un futur assez proche? Ce n'est pas une possibilité, c'est un impératif. On dépense près de 100 milliards quasiment à chaque élection. Et au même moment, on dit qu'il n'y a pas l'argent pour couvrir une école, pour acheter des médicaments dans un truc. On dépense de l'argent pour rien. C'est pour ça que moi j'ai été particulièrement surpris quand à l'Assemblée nationale, nous avons adopté mandat présidentiel 5 ans et mandat des députés, des conseillers 6 ans. Parce que là, ça fera toujours un décalage. L'idéal aurait été qu'on conserve les 5 ans pour tout le monde et puis éventuellement soit dissoudre l'Assemblée nationale au lendemain, pendant l'organisation des présidentielles, que ce soit de 2020 ou bien 2025, mais faire en sorte qu'on fasse des élections régionales. Même pour nous, acteurs politiques, ça nous pompe. D'autant plus que nous, de l'opposition, on n'a pas l'argent. Donc, toutes les années, vous allez faire des élections, ben après, quand on vous dit qu'on vous a convoqué quelque part, comprenez facilement que vous ne pouvez pas vous en sortir. En fait, là, vous imaginez, 2018, on a fait élection, 2019, élection, 2020, élection. Ben, alors que nous, les acteurs politiques de l'opposition, tirent de la langue. Donc, c'est honnêtement aujourd'hui la meilleure possibilité, c'est d'organiser des élections régionales. Mais il faudra des élections générales. Générales plutôt. Il faudra revenir sur les mandats parce que là, on a élection présidentielle. Et le mandat présidentiel 5 ans, et le mandat des députés 6 ans, et le mandat des conseillers 6 ans. Donc, si vous avez ça, vous pouvez faire croiser les as une fois, mais ça va être juste une fois peut-être tous les 50 ans. C'est dommage. La situation actuelle profite sans doute, comme vous la décrivez là, en place, puisque c'est lui qui a plus de moyens que vous. Ah oui, bien sûr qu'ils peuvent organiser des élections tous les mois, ça ne leur poserait pas de problème, alors que nous on tire sérieusement la langue. Donc c'est vrai qu'on n'a pas compris pourquoi est-ce que c'est le cas. Ben, on espère que éventuellement lors des élections présidentielles, la donne va changer. Si elle change, peut-être qu'on pourra, au niveau des nouveaux équilibres, nouveaux rapports, on pourra venir sur ces mesures-là. Nous avons vu que entre la révision et le recensement, les avis ne sont pas unanimes entre le pouvoir et l'opposition, y compris le vote des Togolais de la diaspora. C'est peut-être pour harmoniser les points de vue, faire descendre la tension qui a commencé par monter petit à petit dans le pays, qu'une mission des Nations Unies et de la CEDEAO est au Togo. Cette mission vous a rencontré à vu des photos et racontez-nous. Non, ben écoute, vous savez, malheureusement en Afrique, surtout maintenant avec l'insécurité qui existe, qui est endémique, surtout dans les pays du Sahel aujourd'hui, il faut faire en sorte que les élections ne soient pas sources de violence. Même nous, dans notre pays, on a connu des élections qui ont souvent abouti à des violences inacceptables. Je peux parler éventuellement de 2005. Et aujourd'hui, je pense que les mécanismes de prévention, que ce soit au niveau de l'ONU ou au niveau de la CEDEAO, ont un intérêt à venir prendre le pouls de la classe politique togolaise. Donc je pense que c'est ce qui a été fait. On a rencontré une délégation, double délégation, dirigée par M. Ibn Chambas, mais c'est ONU et la CEDEAO.
CEDEAO. Les échanges ont porté exclusivement sur les écueils que nous subodorions par rapport au processus électoral. Et nous avons présenté un certain nombre de réserves que nous avons sur le fichier électoral. Vous savez, lors du vote de la modification du code électoral, nous avions souhaité qu'on puisse aller au-delà des dispositions du vote de la diaspora. On nous a dit non, on se limite à là. Éventuellement, vous les députés, si vous voulez, faites plus tard une proposition de loi pour amender. Donc, du coup, les réserves que nous avions déjà à l'Assemblée nationale, nous les avons traduites au niveau de la délégation. Mais je dois aussi avouer qu'ils sont venus en mission consultative, donc ils recueillent les avis. Donc, en réalité, ils n'ont pas été très prolixes, hein, ils ont juste entendu ce que nous leur avons dit. Et puis, ils ont dit qu'ils vont rendre compte à ceux qui les ont envoyés. Et peut-être après, on aura peut-être des recommandations, que ce soit de la CEDEAO ou bien de l'ONU. Mais on n'a pas eu des recommandations, bien des avis de leur part. Il faut que ce soit honnête. Peut-être que d'autres personnes l'ont eu, mais ils nous ont écoutés. Ils ont pris des éclaircissements là où il y avait des zones d'ombre. Et puis, bon, ben, ils ont dit qu'ils prenaient acte. Mais quel était votre ressenti en face de ces missions? Non, je pense que la CEDEAO, surtout, est aujourd'hui très préoccupée par la situation, non seulement qui est dans la sous-région, mais la situation togolaise, parce que, comme je l'ai dit, nous avons eu par le passé des élections violentes. Donc, ce que j'ai compris, c'est qu'ils veulent mettre tous les ingrédients en place pour éviter que cette situation ne passe. Comme vous l'avez vu, ils ont rencontré des partis parlementaires, ils ont rencontré des partis parlementaires, ils ont même rencontré des délégations de candidats déclarés. Donc, c'est de faire en sorte que le mécanisme n'aboutisse pas à, bien entendu, un bain de sang comme on l'a connu par le passé. Mais maintenant, comme je l'ai dit, tant qu'on n'a pas de recommandations en retour, nous, on a dit ce qu'on pensait. On a dit ce qu'on pensait en ce qui concerne le code électoral. Aujourd'hui, par exemple, le code électoral, on nous a dit le code électoral a été modifié de façon consensuelle en 2012 et en 2013. Nous, on n'était pas à l'Assemblée nationale. Mais on dit, du moment où il a été modifié de façon consensuelle, nous, on ne peut pas le toucher. Mais nous avons dit, ben, écoutez, maintenant qu'il y a de nouveaux rapports, on a dit, on ne veut pas y toucher. La composition de la CENI, à partir du moment où le code électoral consensuel, c'est ce code-là qui produit les membres de la CENI aujourd'hui, ben, pour changer la désignation des membres de la CENI, il faudra changer le code électoral. Et nous, aujourd'hui, nous pensons que sur le fond, notre CENI, ou bien notre code électoral n'est pas si mauvais que ça. Sur le fond, la composition de la CENI n'est pas si mauvais que ça. Maintenant, c'est le travail qui fait, le contrôle qui fait. Maintenant, sur la Cour constitutionnelle, parce que j'ai entendu beaucoup de choses sur les médias, nous disons aujourd'hui, si nous limitons uniquement au principe de non-rétroactivité, le mandat de la Cour constitutionnelle va jusqu'en 2020. Mais par contre, un accord politique peut modifier des principes juridiques si l'accord politique est accepté par tous les belligérants ou bien par tous les protagonistes. Donc si aujourd'hui il y a un accord politique, du moment où nous avons fait la révision constitutionnelle, article 100, pour mettre en place une nouvelle composition de la Cour constitutionnelle, bah oui, on peut y aller tout de suite. Mais ce que je voudrais ajouter tout simplement, c'est que parfois j'ai l'impression que nous, acteurs politiques, nous vendons en permanence des chimères aux populations. C'est-à-dire que tantôt c'est la faute à la CENI, parfois les gens sont là-bas, vous vous souvenez qu'en 2013, on a des partis qui disaient n'allez pas aux élections, mais eux-mêmes ils étaient à la CENI, tantôt c'est la Cour constitutionnelle. Mais non, pour moi je pense que cette façon de présenter des épouvantails aux populations en disant on vous prépare déjà, c'est ça en fait qui fait l'objet de nos échecs perpétuels. Ce qui est... Vous faites allusion à vos partenaires de l'opposition? Ben, je dis certaines formations politiques insistent aujourd'hui sur le changement de la composition. Aujourd'hui, on a une composition. Je vous rappelle quelque chose. La constitution qu'on a modifiée, mais elle a été décriée par beaucoup de partis extra-parlementaires en disant c'est un hold-up, c'est pas possible. Et nous sommes aujourd'hui surpris que cette même constitution qu'on avait décrite en disant que c'est n'importe quoi, il faut revenir à la constitution de 92. Est-ce que la constitution de 92 mettait cette composition-là? Pourquoi aujourd'hui les gens ne disent pas non, ben, faites référence à la constitution de 92, mais ils vous disent faites référence à la constitution modifiée le 8 mai. Est-ce que c'est pas parce que la situation a évolué et il faudrait faire... Non, mais écoutez, après maintenant c'est que en Mina, dans les faits, la situation on dit quand on vous appelle et que vous répondez, ne vous cachez plus. Je ne vais pas traduire en Mina parce qu'on a une émission en français. Quand vous dites oui, dites oui. Vous ne pouvez pas dire non en disant on nous a conspué mais de façon puzzle. En disant, mais les gens sont allés, j'ai même écouté dans certaines conférences de presse, on a cité nommément les députés qui ont fait des réformes. Et aujourd'hui, on vous dit, non, mais en réalité, faites la recomposition de la Cour constitutionnelle, suivant la composition du 8 mai. Non, mais il y a un problème. Il faut être cohérent, à mon sens. C'est-à-dire que l'hypothèse numéro 10, constitution de 92, mais les gens, monsieur... Mais vous savez très bien des gens la constitution de 92, on n'est pas revenu là-dessus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que des gens sont morts dans ce pays, sur le retour à la constitution de 92.
nous, on a été agressés quand nous avons dit qu'il faut adapter la Constitution de 92, parce que depuis 92, beaucoup de choses sont passées. Aujourd'hui, on a finalement fait. Nous, on a été à l'origine d'au moins 13 éléments d'amendements. Et sur les 13, on a eu au moins 7 amendements qui ont été validés. Et on nous a conspiré. Donc aujourd'hui, on dit, ah oui, mais c'est cette composition qui est bonne. Moi, je pense que la chose la plus importante pour les partis politiques de l'opposition, aujourd'hui, c'est de faire du terrain et pouvoir mettre dans tous les bureaux de vote, on a plus de 9000 bureaux de vote, des agents électoraux qui soient fiables, honnêtes, qui ont une probité morale à l'épreuve de tout. Pour que quand on a fini les élections, que chacun ait son PV pour nous permettre de faire une compilation parallèle. Sinon, le reste, là, on peut crier, changer la Cour constitutionnelle, ça ne changera pas grand-chose, c'est la vérité. Ensuite, la Cour constitutionnelle, vous avez dit quelque chose d'assez important aussi. Vous évoquez l'éventualité de l'accord politique. Cela suppose qu'il faudrait alors là un nouveau dialogue, Non, pas une nouvelle discussion. Non, pas du tout, puisque Comment obtenir alors l'accord Non, politique? puisque la révision que nous avons faite à l'Assemblée nationale, ça a appuyé sur la proposition de l'expert sénégalais. La seule chose, c'est que nous avons ajouté le Sénat, puisqu'à l'époque, il n'y a pas de Sénat, et nous avons dit qu'il faut quand même qu'il y ait 2 représentants de l'Assemblée nationale. Vous faites allusion à quel espèce sénégalais? Celui qui était là durant la crise. Celui qui était là durant la crise. Donc, en réalité, aujourd'hui, sur la question de la Cour constitutionnelle, on a repris la proposition de l'expert sénégalais. Donc, ça veut dire que c'est pour ça qu'il dit, si on doit partir du principe que cette proposition-là résulte d'un accord politique, aujourd'hui, on peut ne pas attendre que le mandat de l'actuelle Cour constitutionnelle finisse avant qu'on ne mette en place la nouvelle composition. Maintenant, c'est une décision politique, elle revient au gouvernement, elle revient au chef de l'État. Moi, ça ne me dérangerait pas du tout, mais je ne considère pas que la Cour constitutionnelle soit à l'origine des difficultés et des irrégularités que nous avons dans notre pays en ce qui concerne les élections. Nous évoquions le passage à Lomé, des missions de la CEDEAO et des Nations Unies. Mais il y a eu cette question-là. Quel va être le degré d'implication de ces institutions dans l'organisation du processus qui est en cours? Moi, je suis fatigué qu'on continue à demander aux gens de l'extérieur. Vous savez, tous les jours, on revendique notre souveraineté. Est-ce que vous imaginez la CEDEAO où l'ONU allait s'impliquer sur des élections en France ou aux États-Unis? Non, nous sommes des grands garçons. Nous devons pouvoir organiser des élections avec la possibilité de nous autocontrôler. La France, quand même, c'est très loin, la France. Ah non, pourquoi? Les États-Unis. Au Ghana, ici, vous avez jamais entendu. Oui, en fait, peut-être le Ghana. Bah oui, ce que je veux dire, c'est que nous ne pouvons pas réclamer notre souveraineté. Tous les matins, quand ça chauffe un peu, on appelle les gens de l'extérieur. Est-ce qu'on est souverain, justement, à cette question? Hypothèse numéro 1, on n'est pas souverain, on retourne sous la tutelle de la France ou un autre pays. Ou bien nous disons que nous sommes souverains, à partir de là, nous devons assumer. Moi, je remarque avec beaucoup de plaisir quand même que depuis un certain nombre d'années, nous avons décidé de financer nos propres élections. Maintenant, c'est comme je l'ai dit, le code électoral est bon, c'est son application qui pose problème. Et sur son application, bien entendu, il y a des insuffisances institutionnelles et structurelles qui reviennent. Par exemple, je donne un petit exemple avant de finir ce dossier-là. On dit dans le code électoral que des emplacements spécifiques sont prévus pour les affichages de campagne. Et il y a un format qui est pour tous les partis politiques. Aujourd'hui, quand on fait élection présidentielle, vous voyez un seul parti qui est, on dirait des banderoles de fête nationale. Partout, dans tous les carrefours. Et après, vous avez des cartes de visite que nous, avec le peu d'argent qu'on a, on colle de gauche à droite pour dire que nous aussi, nous sommes en campagne. Donc, il y a des dispositions du code électoral qui ne sont pas respectées et il faut qu'on puisse les respecter. Aujourd'hui, dernier élément, le plafond de campagne. Pour les élections présidentielles, on vous dit 500 millions. De vous à moi, vous savez que d'abord, aucun parti de l'opposition n'arrive à atteindre 500 millions. Nous avons trouvé ça où? Et en réalité, les partis au pouvoir, si on fait un cumul de tous les éléments qui sont mis en place, on est largement au-delà de 500 millions. Donc voilà, on a les éléments factuels, juridiques, pour pouvoir faire de notre pays un pays avec de très bons textes. Mais l'ennui, c'est qu'on ne les applique pas. Nous venons de passer 45 minutes avec vous directement. Je rappelle que vous êtes le président du parti politique, le NET. Vous êtes député à l'Assemblée nationale et également candidat à l'élection présidentielle, cette élection qui va avoir lieu sans doute en février ou en mars prochain. Les auditeurs ont maintenant la possibilité de poser des questions. Je rappelle qu'ils ont plusieurs possibilités de le faire. Ils ont les 2 numéros, 96 50 34 37, 70 43 09 70. Ils ont également la possibilité de le faire sur notre page Facebook, mais également dans le groupe des auditeurs, des fidèles auditeurs de cette émission. J'ai déjà une première question. Cette question, c'est de quelqu'un que vous connaissez. Il s'agit d'André Afanou, c'est lui qui pose la question sur votre appartenance à l'opposition. Il dit, vous êtes de l'opposition ou vous êtes du centre? En réalité, c'est le sens de sa question, puisqu'il dit qu'il entend vous réclamez du centre et vous réclamez de l'opposition. Est-ce que vous voulez lui apporter de la lumière? D'abord, je salue M. André Afanou, qui est un juriste de
très pointu et je suis même plutôt surpris que ce soit lui qui pose cette question parce que la loi portant le statut de l'opposition définit clairement le statut d'un opposant. Pour être un parti de l'opposition au Togo, il faut dans un premier temps être à l'Assemblée nationale et il faut avoir déclaré au niveau du bureau de l'Assemblée nationale que vous appartenez à l'opposition. C'est ça la définition. Et c'est pour ça que je dis que je suis un peu surpris que lui, un éminent juriste qu'il est, puisse poser cette question. Mais au moment, il y a une définition aussi, on va dire extensive, qui dit que vous êtes de l'opposition quand vous n'êtes pas dans la majorité parlementaire. Moi, honnêtement, je vais vous dire une chose. Quand je me lève le matin, je m'en fous de dire qu'on me dit vrai opposant ou pas. Parce que c'est mes actions qui déterminent mon positionnement politique. Aujourd'hui, vous avez à l'Assemblée nationale un groupe parlementaire qui est le seul à interpeller régulièrement les députés de l'Assemblée nationale, qui est l'un de ceux qui font le plus grand nombre d'amendements sur tous les textes qui arrivent, et puis qui, aujourd'hui, comme on est en train de faire sur cette émission-là, bien malin celui qui pourra dire que sur les 45 premières minutes d'émission, j'ai un moment donné l'impression que je soutenais le parti au pouvoir. Mais je vais vous dire une chose, c'est que la politique, ce n'est pas une question de zygomatique, ce n'est pas une question de montrer ses dents, c'est une question de faire le travail sur le terrain. Aujourd'hui, nous faisons un travail à l'Assemblée nationale, nous faisons un travail sur l'extérieur, qu'on m'appelle opposant centriste. Vous savez, le centrisme, c'est une idéologie. Il ne faut pas donner l'impression que le centrisme, c'est l'absence de position politique. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de partis, le parti de Merkel, le parti de Macron, qui sont des partis centristes, mais qui sont tantôt au pouvoir et tantôt dans l'opposition. Le centrisme est une idéologie à l'image de la sociologie, du libéralisme, ainsi de suite. Donc, ouais, si vous prenez la définition juridique togolaise, oui, nous sommes de l'opposition, puisqu'à l'Assemblée nationale, nous avons déclaré être un parti de Bien, merci. Après André Afanou, nous allons au téléphone. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom? Oui, c'est Pelé. Oui, Pelé, vous êtes en direct. Oui. Honorable, bonjour. Bonjour, monsieur Pelé. Oui. Vous voyez, une chose est d'aller se décréter d'être opposant devant l'Assemblée nationale. Mais sur le terrain, ça semble que ce que nous faisons sur le terrain va au niveau du pouvoir. Parce que quand on est opposant, on critique le pouvoir. On ne critique pas le pouvoir. Tout à l'heure, vous venez de dire qu'il y a quelque chose qui est bon pour le pouvoir ou bien qui est mauvais, et vous donnez l'exemple de Toufan. Le Toufan, c'est les trois petits qui se sont débrouillés dans un coin de la famille. Et personne ne sait, on a la main du gouvernement dans ce truc-là. Ce qui est politique au niveau du pouvoir ici, dans ce régime, c'est que nous avons une armée bien structurée qui détient toujours son pouvoir depuis très en 1963. Ça, c'est le premier point. Mais, deuxième point, concernant ce que vous êtes en train de faire sur le terrain, moi, je vous félicite. Que vous êtes en train de me veiller, d'être un jeune officier qui fait des idées en politique, et vous faites bien la bonne politique. Ça, félicitations. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, en 2020, nous dirons d'élection. Nous avons un régime qui est là depuis bientôt 60 ans. Maintenant, au niveau de l'Assemblée là-bas, qu'est-ce que vous êtes en train de faire en tant que groupe parlementaire de l'opposition avec les autres opposants? Est-ce que vous allez rejaillir ça au niveau du groupe extra-parlementaire qu'on peut trouver la tenance en 2020? Bien, merci Pelé pour cette intervention. Nous allons permettre à l'invité de réagir. Je vous remercie. C'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure. Si vous avez une seule fois, que ce soit dans des propos ou bien dans des actions, du net ou bien du président de l'Itama, des éléments où nous sommes en train d'encenser le parti au pouvoir. J'aimerais être clair, si le gouvernement fait quelque chose de bien, ça ne me dérange pas de dire qu'il fait quelque chose de bien. Parce que j'aimerais demain, quand je vais être au pouvoir, que ceux qui seront dans l'opposition reconnaissent aussi, mais tout en montrant les limites de ce que je fais. Pour moi, honnêtement, ça ne me dérangerait pas. Je ne sais pas qui est derrière les Toufan. Moi, quand j'écoute la musique de Toufan, même si c'est le chef de l'État qui les finance, je suis fier de ce groupe-là. Honnêtement, je ne vais jamais dire parce que peut-être le chef de l'État ou bien un ministre ou bien n'importe qui finance, parce que le talent, c'est quelque chose qui est inné. Vous pouvez, il y a des gens, vous pouvez leur donner des milliards et des milliards, ils n'auront pas le talent que ces gens-là demandent. Donc honnêtement, personnellement, ça ne me pose pas de problème. Si demain le gouvernement fait quelque chose de bien, je le félicite. Maintenant, pour la deuxième question, écoutez, vous savez, à l'Assemblée nationale, nous essayons de faire ce que nous avons avec notre minorité, mais nous disons une seule chose, M. Pelé. Le 8 mai 2019, nous avons voté la réforme constitutionnelle avec deux éléments qui sont importants. La limitation de mandat. C'est vrai que la question de la rétroactivité se pose, mais surtout les élections à deux tours. Et ce que nous disons aujourd'hui à tous nos amis de l'opposition, ne restons pas l'homme en disant qu'on va gagner ou bien qu'on va perdre. Allons sur le terrain, travaillons de telle façon qu'on puisse avoir les conditions d'un deuxième tour. Et quand il y a un deuxième tour,
quelle que soit la personne qui serait au deuxième tour, les autres partis vont le soutenir. Malheureusement, qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui? Je vous remercie pour constater les efforts que nous faisons sur le terrain, mais malheureusement, nous sommes encore très faibles et c'est difficile de créer une vraie dynamique populaire s'il n'y a pas toutes les formations politiques traditionnelles qui vont sur le terrain pour mobiliser. Après le téléphone, nous allons revenir sur notre page Facebook. Nous avons cette question qui est laissée par Nestor depuis Zupo-Mahé. Je voudrais savoir pourquoi le NET ne participe pas aux assises qu'organise Monseigneur Philippe Fanoko-Podro. Et quelle est sa position sur la désignation d'un candidat unique de l'opposition? D'abord, c'est que nous n'avons pas été invités, donc on ne va pas aller à une invitation ou à une rencontre, on n'a pas invité, mais nous avons dit depuis le début, et ce n'est pas pour rien que nous avons fait un congrès d'investiture. Aujourd'hui, je viens de le dire, un candidat unique de l'opposition l'a fait en 2003, en 2005, en 2010, en 2015, ça n'a jamais apporté de réponse. Aujourd'hui, nous avons des élections à 2 tours, que toutes les formations politiques, et ce sont de nous vendre des chimères, parce que des choses on a déjà expérimenté. Là, il y a une nouvelle donne, c'est que les élections sont à 2 tours. Vous savez, si les élections étaient à 1 tour au Bénin, au Côte d'Ivoire, au Sénégal, aujourd'hui c'est M. Ouad, c'est M. Gbagbo, c'est M. Zinsou qui serait président dans ces pays-là. On a des élections à 2 tours, que chacun ait travaillé sur le terrain, et au deuxième tour, nous soutiendrons. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un deuxième tour? Ben, si on continue à rester à Lomé et à se croiser les mains, il n'y aura pas de deuxième tour. Nous retournons au téléphone. Allô, bonjour. Votre nom? Comme la vie est votre question? Votre question? Oui, j'aimerais saluer notre invité ce matin. Bonjour, monsieur, comme la vie. Oui, je pense que vous faites des efforts aussi au niveau de l'Assemblée pour pouvoir vraiment harmoniser les textes. Et depuis toujours, sous le pression du gouvernement, vous avez pu mettre sur pied toutes les revendications de l'opposition, à savoir ce mandat, le vote du diaspora. Est-ce que vous ne voyez pas aujourd'hui le gouvernement a fait sa part et justement pour l'opposition de juger la population, l'autre a encore cherché d'autres moyens en demandant l'arrêt du processus électoral, en demandant les révisions et voilà, de reprendre le pied électoral. Donc on a fait à moins d'un an de recensement. Comment on peut encore demander au gouvernement de reprendre le recensement général? Par exemple, on propose de faire une révision. Mais à votre niveau, tous les efforts que le gouvernement fait, à vous maintenant de demander ça. Mais merci, on a compris le développement. Est-ce que c'est fini? Ok. Oui, écoutez, j'ai déjà répondu en ce qui concerne le vote des Togolais de la diaspora. Vous savez, aujourd'hui. Mais il dit que le pouvoir fait des efforts. Non, ce que je veux dire. Qui vous reste à vous également de comprendre que ce si pouvoir nous avons fait des efforts. voté abstention, c'est parce qu'aujourd'hui, quand vous avez la liste des pays de la diaspora, on avait 11 et 21 ambassades à travers le pays. Et sur les 28 ambassades, il n'y a que 6 ambassades qui sont éligibles. Un pays, les USA, la France, le Maroc, la RDC, le Nigeria et le Gabon. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, même sur les 190 pays qu'on a, on n'a que 6 pays qui sont éligibles alors qu'on a une disponibilité. Une question sur notre page Facebook. La question, c'est d'un certain Ferloussi. Quels sont vos rapports actuels avec le MRC de Kaboua? Et puis après, que devient le regroupement des centristes qui avait eu entre-temps à composer, notamment du NET, mais également de la CPP? Non, mais les centristes existent, on se rencontre régulièrement, on anticipe sur nos activités. Maintenant, je pense que le MRC est un parti parlementaire de l'opposition, comme les 4 autres partis parlementaires de l'opposition. Nos relations sont empreintes de respect mutuel, et puis voilà, c'est tout. On a un groupe parlementaire dans lequel on n'est pas avec le MRC, mais je pense que sur beaucoup de sujets, nous nous concertons parce qu'il y a des points sur lesquels l'opposition parlementaire, je donne un exemple qui est très simple. Il faut qu'on envoie oui, non pour composer le Conseil national de la décentralisation, de suivi de la décentralisation, et on a demandé à l'opposition de fournir oui, non. Donc l'ensemble des partis de l'opposition parlementaire ont dû se concerter pour fournir des non. Donc sur des sujets pareils, bien entendu, on est obligé de composer, mais après on a des partis politiques, qu'on soit parlementaire ou pas, et puis bon, on a des rapports empreints de respect, c'est tout. La question de Atavi avait dit, dimanche dernier, nous avons reçu ici Charles Kodiaba, et il avait dit ceci: nous ne redoutons aucun des candidats déclarés à l'élection présidentielle. Que lui répondez-vous?
Qu'il faut qu'ils se rappellent quand même que lors des élections locales, c'est uniquement 50% des Togolais qui sont allés voter. Donc il y a la moitié des élections qui sont pas des électeurs qui ne sont pas allés voter. Et on peut aujourd'hui, par rapport à la nature particulière de cette élection-là, considérer que c'est les représentants, les militants de l'opposition qui ne sont pas allés voter. Et que donc si on a même 40% des Togolais qui ne sont pas allés voter, qui viennent voter pour l'opposition, assez rapidement, la donne va changer. Mais je mets toujours un mais. Il faudrait que nous, les partis de l'opposition, on aille sur le terrain travailler. Si on reste à Lomé, en pensant que Lomé nous a acquis, vous savez, lors des élections locales, on a démontré quand même que sur les 13 conseillers et sur les 13 communes, Lomé a pris jusqu'à 8 communes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il talonne l'opposition au niveau de Lomé et c'est un sérieux problème. Donc, il faut qu'on aille sur le terrain travailler. Sinon, ils vont continuer à nous prendre de haut comme il est en train de le faire parce qu'ils se rendent quand même compte que nos faiblesses structurelles font qu'on n'occupe pas du terrain. Après, comme la vie, nous avons un autre auditeur au téléphone. Allô? Bonjour. Oui, vous parlez un peu plus fort, c'est Kokou. Oui, Kokou, allez-y. Bonjour, monsieur Kokou. Sans aucun accord politique, il peut être encore candidat. Pourquoi vous parlez de lorsqu'il s'agit de la Cour constitutionnelle, vous demandez encore, il faut un accord politique avant qu'on ne fasse à la recomposition. Puisque c'est la constitution que vous avez votée qui demande la recomposition de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas vous-même qui vous essayez de vendre des décisions à l'utilisation. Secondo, lors de la campagne des élections législatives, vous avez dit que le problème des loyers des Togolais vous préoccupe tant et que lorsque vous serez à l'Assemblée, vous allez porter ce problème à l'Assemblée. Est-ce qu'au vu de jeudi, vous avez déjà fait une proposition de loi qui concerne quel loyer et quelles sont les contributions de cette proposition de loi? Et pour terminer, l'Assemblée qui a pour rôle de contrôler l'action du gouvernement le gouvernement est passé encore à la privatisation d'une société d'État, je parle de Groupam, qui est à l'Assemblée. Qu'est-ce que l'État vous a expliqué concernant cette privatisation? Or, nous voyons que lorsque l'État privatise, il y a mauvaise gestion, et lorsqu'on donne ça à des privés, après on reprend dans les mains des privés pour dire qu'ils n'ont pas respecté les clauses, et que cette société nous a signé encore en justice, et l'État fait après de l'argent. Merci Coco, on a compris également vos préoccupations. Oui, bon, parfois, notre cher ami Coco, ce que je lui demande de temps en temps, il vaut mieux prendre des informations que d'affirmer parfois des évidences qui ne sont pas réelles. La loi portant révision constitutionnelle a aménagé en son article 158 deux dispositions précisant que les articles 52 et 59 ne sont pas concernés par les présidents du mode dispositif. C'est-à-dire que le mandat du président de la République et le mandat des députés n'étaient pas concernés par les mandats ultérieurs, n'étaient pas concernés. Donc ça veut dire qu'en réalité aujourd'hui, les députés que nous sommes, nous allons faire 5 ans par rapport même si la loi a été votée pendant qu'on y est, et le président de la République peut remettre le truc à zéro. Mais en ce qui concerne les autres dispositions, c'est ce que nous sommes dans le principe de la non-rétroactivité. Sauf s'il y a un accord politique en ce moment-là, on est au-dessus de la rétroactivité. Donc, qu'il aille lire exactement l'article 158 qui concerne les dispositions transitoires. Et sur les dispositions transitoires, là, c'est l'article 52 et 59 uniquement qui sont visés. Maintenant, sur la proposition sur les loyers, c'est une proposition qui est déjà achevée, mais maintenant, vous savez, nous sommes minoritaires et vous ne vous levez pas pour aller faire une proposition si vous n'arrivez pas du lobby à s'assurer quand même qu'un certain nombre de députés vont la voter. Mais sinon, la loi, elle est déjà dans l'escarcelle. Et puis, vous savez quand même que la production parlementaire a été très, très, très dense. Donc, du coup, oui, elle va venir, mais il faut quand même qu'on s'assure En dernière partie de sa question concernant la privatisation. Oui, écoutez, ce n'est pas notre législature actuelle qui a voté la privatisation de Togocom, hein, c'est la législature dernière. Ça a été voté en novembre 2018, quand nous, on n'était pas encore députés. Donc, mais vous, en tant qu'acteur politique, vous ressentez tout ça? Aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire, c'est d'interpeller, et nous avons préparé ça, c'est d'interpeller le ministre en charge de l'économie numérique pour nous expliquer. Mais il faut aussi qu'il reconnaisse que ce n'est pas nous qui avons voté cette loi, on est venu la trouver. C'est vrai qu'on veut comprendre, comme nous tous, et donc on va jouer notre rôle parlementaire. Nous avons la question de Koué Satifi, question depuis Bruxelles. Comment
doit-on cerner vos actions politiques? Voilà, il a fait un long développement, mais en fait, c'est je crois, la question. Mais comment cerner l'action politique? Je l'ai dit tout à l'heure. Vous savez, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, tout ça, ça, on donne la liberté à tout le monde de faire une étude de ce que chacun fait. Nous publions, nous communiquons beaucoup sur nos activités. Aujourd'hui, il revient à chaque citoyen de savoir si non. C'est pour ça que je vous ai dit, moi, honnêtement, être affublé du nom d'opposant ou pas, ça ne me pose pas de problème. Parce que ce n'est pas les actions qu'on montre. Aujourd'hui, nous sommes un parti de l'opposition qui fait le travail parlementaire à l'Assemblée en interpellant les ministres. On en a interpellé déjà 3. Il y a 3 autres documents qui sont là, en faisant la production parlementaire, mais surtout beaucoup sur les amendements. Et puis nous faisons un travail sur le terrain parce que d'abord, nous considérons que nous sommes non seulement nous sommes candidats, mais aujourd'hui, le pays peut-être nous a donné des choses et nous devons ramener ça au pays. C'est pour ça que nous faisons beaucoup de social. Quasiment toutes les semaines, nous faisons du social. Mais bon, ça n'a rien à voir en réalité avec ça dans notre campagne politique. La question de Noué Kossi Attignon, quel est votre objectif en se présentant à la présidentielle de 2020? Je l'ai déjà dit aujourd'hui, si le maximum de candidats ne vont pas se présenter aux élections, travaillent sur le terrain, nous n'aurons pas les conditions d'organisation d'un deuxième tour qui, en ce qui nous concerne, est susceptible d'amener la tendance au Togo. Si tous les partis, le NET à 10%, la CDP à 10%, l'ANC à 20%, ainsi de suite, nous allons avoir unis qui se retrouvent avec 49% et on aura un deuxième tour. Et au deuxième tour, celui qui sera au premier tour au niveau de l'opposition va le soutenir. Mais si nous restons, comme j'entends certaines personnes qui n'ont jamais fait Tchogo sur le terrain, disent oui, c'est des plaisantins, c'est des choses alors que nous dépensons énormément d'argent. Demain, on va se retrouver avec un parti au pouvoir peut-être qui a 51%. Et on va dire, ah, s'il y avait d'autres partis qui étaient allés sur le terrain, peut-être que ça aurait réduit les voix du parti au pouvoir. Donc aujourd'hui, nous avons été investis par notre parti, mais nous disons les conditions d'alternance, elles sont uniquement réalisables dans un deuxième tour. Et nous souhaiterons en ce moment-là, hypothèse numéro, vous savez, en Guinée, au premier tour, M. Séné Adel Diallo avec 45 ou 48% et M. Condé n'avait que 15%. Mais il était le parti qui se présentait au deuxième tour. Tous les autres ont fait bloc derrière lui, il a gagné. Donc aujourd'hui, on ne dit pas qu'on n'a pas une possibilité de gagner, mais l'objectif, c'est d'abord qu'au premier tour, on puisse organiser les conditions d'un deuxième tour. Et celui qui sera au deuxième tour, on va le soutenir. Si c'est nous, nous espérons quand même que les autres aussi nous La question d'Adriano Olivero de Wonyota. En fait, je ne sais pas si j'ai bien prononcé ou pas. Il a deux questions. Est-ce que la législation togolaise oblige les députés à déclarer leurs biens? Et puis la deuxième partie de la question, que dit la même législation pour ce qui concerne l'actuel ou le président de la République? Non, bon, c'est pas la législation, c'est la loi. La Constitution a défini le nombre de personnes qui déclarent les biens. Les députés ne sont pas, mais le président de la République, comme tous les comités d'État, tous ceux qui servent la République. Il faut rappeler quand même que les députés n'ont que des indemnités. Moi, aujourd'hui, je suis du secteur privé, je continue à travailler dans mon secteur privé. C'est uniquement ceux qui travaillent dans l'État qui se mettent en mise en disponibilité pour venir travailler à chaud. Donc non, les députés ne sont pas astreints, mais le chef de l'État, comme les ministres, comme tous les comités d'État, sont astreints. Et ça fait partie des questions que nous allons soulever, parce que ça fait maintenant bientôt on va arriver à 8 ou 9 mois non, 6 ou 7 mois que cette loi a été votée. Et il faut quand même que les gens quand même donnent le là pour la déclaration des biens devant le médiateur de la République. Est-ce que vous comprenez pourquoi l'actuel chef de l'État ne le fait pas? En fait, c'est le sens de la question. Non, on ne sait pas, mais celui qui ne le fait pas, il n'y a pas uniquement que le chef de l'État, les ministres, les directeurs des régies financières, pour le moment personne ne le fait. Et nous pensons que nous allons quand même interpeller. Est-ce que ça confirme un peu ce que vous disiez à l'entame de cette émission, qu'en réalité, nous serions dans une démocratie de façade? Bien sûr, on a de bons textes, même notre constitution est bonne, mais c'est qu'on applique rarement. Nous avons été particulièrement ravis cette année que le chef de l'État vienne faire un discours sur l'état de la nation à l'Assemblée nationale. Il l'avait déjà fait une seule fois, mais ça faisait normalement, c'est une fois par an. Donc, oui, on pense qu'avec cette législature, il y a quand même certaines choses qui ne se faisaient pas par le passé qui commencent à se faire. Mais nous souhaiterons que les textes que nous votons à l'Assemblée, d'abord qu'il y ait les décrets d'application. Vous savez, voter des textes, il n'y a pas de décret d'application, ça doit dans les droits. Qu'il y ait des décrets d'application. Aujourd'hui, même ce que nous souhaitons, c'est que les lois arrivent avec leurs décrets d'application en même temps. Comme ça, on ne perd pas de temps. Mais bon, voilà, on a une position parlementaire qui est intéressante, qui est riche. Les amendements il n'y a pas encore à ce jour un texte qui soit déposé sur la table du bureau de l'Assemblée nationale, qui soit ressorti identique. Il y a énormément d'amendements qui se font. Et puis nous remercions par d'ailleurs même les commissaires du gouvernement qui font preuve d'ouverture. Nous retournons au téléphone. Allô? Bonjour. Oui, Bozambo. Oui, Bozambo, une seconde. Oui, il semblerait que vous vous plaigniez la dernière fois parce que on vous avait pas inséré très vite dans le direct, que vous vous plaigniez. Oui. Mais vous savez, Bozambo, vous savez combien de gens appellent en même temps que vous? Oui, je sais.
Oui, mais en fait, c'est une chance pour vous d'être en direct. Donc, vous devez plutôt vous réjouir. Ok, merci. Ok. Ok, allez-y pour votre question. Président. Bonjour, monsieur Bozambo. Aujourd'hui, je vous donne 8 heures sur 10. Merci beaucoup. Et vous avez bien parlé au peuple togolais. Les opposants qui sont vraiment restés à l'ONU, allez rester à l'extérieur pour sensibiliser les gens. Nous sommes toujours, les Loméens savent que cette personne va voter. Mais je vais vous demander quelques questions. Une seule partie ne peut pas déraciner pays. Il faut faire la coalition. Si c'est quoi coalition, vous faites unis, il y aura deux tours, une seule partie peut aller. Et vous allez à rang dispersé plus de 11, 12 personnes, ça ne peut pas aller. Donc il faut sauver les Togolais pour faire la coalition avec d'autres partis pour avoir une force, faire face venir à 2020. Si vous seul vous pouvez aller, je ne suis pas sûr que ça va aller. Votre position, c'est bon. Mais il faut faire l'alliance avec d'autres partis pour sauver les Togolais. Merci et bonne émission. Merci beaucoup. Non, mais maintenant, après, vous savez, d'abord, j'aimerais quand même préciser que les 11 candidats, il n'est pas dit que ce sont les 11 candidats qui iront aux élections. Après, vous avez aussi ce qu'on appelle des accords ad hoc, c'est-à-dire que parfois vous avez 2 ou 3 formations qui se mettent ensemble. Mais ce que je continue à dire, c'est que M. Bozambo, nous avons fait les élections avec un seul candidat dans ce pays en 2003, en 2005, en 2010. Et on n'a pas vu ce qui permettrait en réalité, en reproduisant le même schéma, de réussir à faire la tendance. Mais par contre, quand vous regardez tous les pays qui nous entourent, avec les 2 tours, plus vous avez des candidats, plus vous morcelez les voix du parti au pouvoir, et ça vous permet d'avoir un deuxième tour. Et en réalité, le candidat unique, c'est le deuxième tour. Au niveau du deuxième tour, vous avez un candidat unique parce que toutes les autres formations politiques soutiennent. Donc c'est ce que nous défendons. Mais vous avez tout compris, c'est que tant qu'on peut faire même tous les candidats uniques du monde, si on va passer le terrain, ben on va être battu. À la question de Bertrand, question laissée dans notre groupe WhatsApp. L'égalité, oui, mais y a-t-il de la légitimité dans le pouvoir de Fania Singbe? Écoutez, la légitimité est conférée par les institutions, article 48 de la Constitution. Et quand vous avez un président qui prête serment devant la Cour constitutionnelle, il est légitime. Après, maintenant, il y a des gens qui définissent une légitimité qui soit subjective. Moi, ça ne m'intéresse pas, je suis un acteur politique. Aujourd'hui, la légitimité est constituée par les institutions. Vous avez un président, il est déclaré victorieux par la Cour constitutionnelle, il prête serment devant la Cour constitutionnelle, il est président, point. Moi, honnêtement, vous savez, je ne veux pas rentrer dans ces débats, parce que c'est ces débats-là qui nous ont fait perdre le temps depuis 30 ans. On dit telle personne n'est pas légitime. Vous entendez même des gens vous dire, même si vous prenez un chien, vous mettez devant Fort, il va gagner. Et on fait ça toutes les années, Fort gagner, c'est les chiens même qui se retournent vers nous, qui nous mordent les pieds. Non, aujourd'hui on a un président, moi je dis, personnellement, je m'en fous de savoir si, excusez-moi l'expression, hein, mais ça ne me gêne pas que Fort se présente ou pas. Ce qui revient à l'ensemble de l'opposition, comment faire pour battre unir en 2020? Qu'il soit avec, que ce soit Ford qui soit candidat ou que ce soit quelqu'un. On fait une personnalisation du débat qui n'est pas intéressante. Comment faire pour battre unir? Point. Si on arrive à s'organiser pour ça, je pense qu'avec un deuxième tour, on peut battre unir en s'appuyant sur les 50% de Togolais qui n'ont pas voté pendant les élections locales. Une question laissée par Gervagos. Il y a une semaine, nous avons reçu effectivement ici l'ancien ministre Charles Kondi Agba et il avait déclaré entre autres que le premier président du Togo avait été tué par un soldat français. Est-ce que vous êtes soldat? Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur cette déclaration? En 103, je ne suis même pas sûr que mon père était majeur. Donc honnêtement, je ne peux pas vous dire quelque chose sur lequel je n'ai absolument aucun élément. Je ne vais pas faire de spéculation, honnêtement. Et puis ça fait partie des moments qui clivant de nos sociétés. Moi, ce que je conseille vraiment à tout le monde, c'est qu'on évite d'aller réveiller, entre guillemets, les morts et aller réveiller les choses qui font mal. On a eu une histoire togolaise qui a été très trépidante, poignante. On a beaucoup de personnes qui ont été sacrifiées sur l'autel de l'indépendance, des libertés, de la démocratie. Aujourd'hui, il faut en faire ces gens-là des martyrs. Moi, j'ai bien aimé qu'aujourd'hui, on présente M. Sylvanus Olympio comme le père de l'indépendance. Je pense qu'on peut faire mieux encore pour sauvegarder sa mémoire. Mais personnellement, aller réveiller, déterrer des problèmes qui sont source de division, personnellement, excusez-moi, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Il y a une question de Jonathan, c'est une question, il nous presse de la poser. Jonathan JDB, et je ne sais pas ce que ça veut dire JDB, mais sa question porte sur les dénigrements et les insultes venant notamment de la part des acteurs politiques. Je ne sais pas si vous faites partie de ces acteurs-là. Que dites-vous de cette remarque qui est faite par cet auditeur? D'abord, c'est que nous sommes des centristes. Le centrisme, c'est l'humanisme, donc c'est le respect de la personne humaine.
Hein, c'est le fameux axiome, on dit ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas à autrui. Nous faisons l'effort d'être au-dessus de cette mêlée. Mais bon, monsieur aussi souffrait que la politique soit parfois violente et que des gens se rendent dedans. Ça fait partie du jeu politique. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Quand vous regardez des assemblées nationales à l'intérieur, dans d'autres pays, les gens se rendent dedans. Mais tant que ça reste quand même des joutes verbales qui soient respectueuses de la personne humaine, nous, on pense que ce n'est pas extrêmement grave parce que parfois aussi, on en a parlé en début d'émission, c'est que la politique togolaise est un peu plate. Et ce qui est malheureux, par contre, sur ce qu'il dit, on se rend compte que c'est plutôt les opposants qui passent leur temps à se rentrer dedans, à se traiter de tous les noms d'oiseaux. Au lendemain des élections, nous avons assisté quand même à des fois d'empoignes qui sont plutôt regrettables parce que les gens sont allés sur les médias pour se rentrer dedans, telle personne est telle personne est telle. Nous, on a subi 2 recours dans le bas mono de la part de l'ANC, recours dans au goût 1 de la part de la C14, mais nous sommes restés quand même assez dignes et puis voilà. Maintenant, je pense qu'on peut se rentrer dedans, faire un débat d'idées qui peut être heurté parfois, mais en respectant toujours la personne humaine et puis la dignité humaine. Allô? Allô, bonjour. Après Bozambo, nous avons un auditeur au téléphone. Allô? Qui patiente au téléphone? Allô? Est-ce qu'on l'a? Non, on ne l'a pas. Donc, nous allons continuer par avoir les questions que nous avons avec nous ici. La question... Allô? Alors, bonjour. Oui, bonjour. Pyramide FM. Oui, vous êtes en direct. Bon, je salue l'invité. Bonjour. Comme l'a dit David, qui appelle. Oui, comme l'a dit, allez-y. Oui, monsieur Derry Taba vient de faire développement que vous avez fait une coalition en 2007, ça n'a rien donné. Mais je vais lui prouver que en 2005, ça a donné quelque chose. S'il n'y avait pas fait l'histoire de massacre, et je suis seul vous qui allait gagner. Et si il soutient l'identification des candidats, c'est qu'il est en train de soutenir le pouvoir en place. Parce que c'est le souhait du pouvoir en place que s'il y a l'identification des candidats, après au deuxième tour, ils diront que oui, que l'opposition ne s'est pas unie pour affronter le pouvoir. Et il a donné encore un exemple dans les pays limitrophes, comme par exemple au Ghana. Le Ghana, selon lui, a nommé conscience. Est-ce qu'au Ghana, c'est comme ça, les élections s'organisent? Je pense que non. Au Ghana, quand il y a eu élection, on affiche les résultats en même temps, les masses médias publient les résultats, bureau par bureau de vote. Et à partir de là, il n'y a plus de question de fraude. Mais au Togo, on interdit aux journalistes. Ouais, c'est tout ça que le pouvoir, chaque fois, il vote les élections. Mais on a compris finalement, comme l'a dit votre développement, il fait référence à 2005, que l'opposition... Malheureusement, monsieur Komlavi n'a pas écouté les exemples que je donnais. Je n'ai jamais parlé du Ghana, j'ai parlé du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Je n'ai pas parlé du Ghana. Le Ghana est beaucoup plus dans un système bipartite qui est très ancré et ce qui fait que la plupart du temps, les conditions d'organisation d'un deuxième tour sont extrêmement... ça arrive parfois, mais vraiment, il y a de grandes formations politiques au Ghana. Maintenant, pour 2005, vous savez, 2005 était une année exceptionnelle. Tout le monde a déploré ce qui s'est passé en 2005. Mais on a eu des élections à un tour en 2003. On a eu des élections avec un candidat unique en 2010. Et voilà. Maintenant, après, vous savez, c'est une question de paradigme. Chaque acteur politique a une approche. Si aujourd'hui, tous les autres partis de l'opposition décident de se mettre ensemble, je n'ai, moi, président du NET, aucun moyen de les empêcher. D'autant plus que régulièrement, les gens nous disent que nous sommes insignifiants. Donc, en réalité, aujourd'hui, nous ne sommes pas une cause de non-regroupement des partis politiques. On vous a parlé tout à quelqu'un, un candidat a posé la question de savoir pourquoi est-ce que nous ne sommes pas invités par le Monseigneur Podoro. Même le Monseigneur Podoro a invité un certain nombre de partis politiques qui ne sont pas allés. Nous ne sommes pas les seuls. Le PNP, l'ANC ne sont pas allés. Donc, en réalité, nous ne sommes pas aujourd'hui un obstacle à l'union de l'opposition. Si l'union de l'opposition essaie d'y aller, oui. Nous, on a fait l'expérience avec 2 regroupements, CAP 2015 et Arc-en-Ciel, et nous avons toujours dit qu'aujourd'hui, la plupart des unions de l'opposition sont plutôt des paniers à crabes, où celui qui n'a pas été désigné passe son temps à essayer de rattraper l'autre pour qu'il soit à son niveau. Nous n'avons pas envie de rentrer dedans. Nous sommes un jeune parti qui a de l'avenir. Nous avons aujourd'hui, grâce aux élections locales, montré que nous avions une vraie assise nationale. Nous allons continuer à travailler là-dessus. C'est pour ça que, quand vous avez posé la question de quelles sont nos attentes, nous disons, hypothèse numéro 1, nous avons
un certain score qui nous permet de passer dans un deuxième tour. Hypothèse numéro 2, il y a un parti. Aujourd'hui, nous pensons que l'ANC même aujourd'hui est l'une des formations les plus à même de se retrouver à un deuxième tour. Pour peu qu'on l'oublie, Lomé, on va à l'intérieur du pays. Donc si demain l'ANC se retrouve à un deuxième tour, nous, ça ne dérangerait pas de le soutenir. Mais quand vous parlez tout le temps de l'intérieur du pays, vous invitez les gens à y travailler. Ça dit qu'à l'intérieur du pays, vous ne retrouvez pas les autres formations de l'opposition. Oui, bah écoutez, actuellement, depuis un certain temps, vous pouvez quand même reconnaître que peut-être en dehors du mouvement Novi et du net, il n'y a pas beaucoup de formations qui vont à l'intérieur du pays. Vous savez, le gros problème, il se pose où? C'est que nous avons des agents électoraux. Là, à la fin de ce mois, on va commencer à faire la révision des listes électorales. Après, on va mettre en place les bureaux de vote. Nous avons des agents électoraux qui n'ont pas les convictions politiques de nos formations politiques. C'est ça qui produit quelque chose d'assez regrettable. Vous avez des bureaux de vote, vous avez peut-être un membre du bureau de vote, plus un délégué, on fait dépouillement, on dit que votre parti a zéro. Ça veut dire qu'en réalité, vous n'avez pas des gens qui sont empreints de l'idéologie politique de votre parti, qui sont prêts à défendre bec et ongle votre parti. Et tant qu'on n'occupe pas le terrain, tant qu'on reste soudé, assis à l'omé en disant que tout va bien, on se retrouve dernièrement avec des bureaux de vote où vous vous étonnez que quand on fait le dépouillement, que vous avez zéro. Et ça n'a pas de sens du moment où le code électoral permet à ce que tous les candidats puissent avoir au minimum, même si vous n'êtes pas à la CELI, que tous les candidats puissent avoir au minimum un délégué dans les bureaux de vote. Donc c'est ça en réalité le problème. Aujourd'hui, nous pensons qu'au-delà des obstacles structurels, de code électoral, de la révision, tout ça, si vous avez vu ce qui s'est passé en Gambie, on a fait les billes, tout le monde avait commencé à dire que les billes ne peuvent pas permettre, mais les billes ont permis de faire l'alternance. Aujourd'hui, c'est l'occupation du terrain. Aujourd'hui, c'est d'aller former des gens qui vont nous représenter dans les bureaux de vote. Et en ce moment, la réponse que la Bien, merci. Allô, bonjour. Allô? Oui. Votre nom. Bonjour, monsieur Pierrot. Votre nom. Oui, c'est Waris. Je vous appelle de la préfecture de l'Abbé, notamment à Agaon. Oui, allez-y. Je salue l'honorable président Thierry Chama. Bonjour. Oui, il est visible sur le terrain, sur toute l'étendue du territoire à l'intérieur. Il vient chaque fois dans la baie ici pour donner ce qu'il a aux jeunes, tout le monde. Vous voyez. Donc moi, quand les gens lui posent la question s'il est opposant ou pas, moi, selon moi, un opposant n'est pas un c'est bon, mais il doit être chrétien. Il ne met pas de la violence physique, verbale et comportementale. Waris. 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 Je crois que notre ami Waris, notre ami Waris ne nous écoute pas. Waris. Waris. Vous avez une question à dire avant. Vous êtes militant du net? Oui, si vous êtes militant du net. Oui, vous êtes militant du net. Oui, si vous avez une question, vous posez éventuellement à votre président pour qu'éventuellement il puisse convaincre un certain nombre d'auditeurs que... Aujourd'hui, le football togolais est malade et surtout l'entraîneur qu'on ne voit pas. Je crois que notre ami Waris, on a déjà évoqué la... S'il vous plaît, on sera obligé de couper Waris puisque nous avons suffisamment parlé du football en début de cette émission. Votre ami Waris, sans doute que vous le connaissez. Oui, écoutez, c'est un des multiples militants, mais merci beaucoup pour l'intervention. Mais comme il le dit, c'est vrai qu'on est très présent sur le terrain. Parce que vous savez, le gros problème au Togo, c'est que l'information ne circule pas. Donc nous, les acteurs politiques, on est obligé d'aller expliquer aux gens. Beaucoup de personnes ne savent même pas qu'on a des élections à 2 tours aujourd'hui au Togo. Donc les gens ne savent même pas qu'on fera des élections à 2 tours et ça va être dramatique. Une question, la question de Atou, question depuis... Cliquez, mais vous êtes candidat à la présidentielle. Est-ce que c'est pour la gagner? Si c'est pour la gagner, quels sont les fondamentaux sur lesquels vous basez? C'est la question de notre ami Atou. Il ne faut pas mettre les charrues devant les bœufs. J'aurai largement le temps pendant les élections de dérouler mon programme. Si j'ai commencé à le dérouler, là, je vide complètement ma campagne de sa substance. Mais ce que nous avons dit aujourd'hui, vous savez, je vais vous expliquer 3 choses sur laquelle nous fondons notre candidature. La première, c'est que j'ai 44 ans aujourd'hui. Quand je suis né en 115, on avait Yassine au pouvoir. Aujourd'hui, j'ai 44 ans. Il faut qu'on puisse expérimenter notre président. Même ne serait-ce que pour voir. Si on fait 5 ans, comme moi au Bénin, et on a vu que non, mais que celui qui est venu là, il était pire, on peut dire, mais ce fois, Yassine est encore très jeune, qui puisse venir prendre le pouvoir. C'est le premier élément. Le deuxième élément, nous avons une pyramide aujourd'hui de dispersion
de partage des ressources qui est quand même assez dramatique. Vous avez à peine 1 million de Togolais qui ont quasiment toute la richesse du pays, et le reste, les 7 millions ou bien 8 millions, croupissent dans la misère. Donc aujourd'hui, nous disons que les répartitions ne sont pas... On ne va jamais avoir de répartition égalitaire, mais nous devons pouvoir jouir des ressources que nous avons dans notre pays, et ce n'est pas le cas. Je rappelle encore que le taux de pauvreté au Togo est de 55%. Quand on le dit comme ça fait gros français, mais ça veut dire qu'il y a plus de 55% de Togolais qui n'ont pas 1000 francs par jour. Ça veut dire que la démission, c'est 2 $ par jour. Donc ça, c'est un élément. Le troisième élément, vous le voyez, c'est le chômage. Nous avons aujourd'hui un taux de chômage et de sous-emploi qui avoisine autour de 40%. On ne peut pas continuer à avoir une gouvernance qui se dit inclusive en ayant un taux de chômage aussi élevé. Donc ça fait partie des points généraux. Maintenant, après, quand on arrivera au moment de la campagne, nous dirons exactement quels sont les axes sur lesquels nous irons de façon prioritaire mettre notre action si nous avons la confiance des Togolais. Sans doute que notre ami Atou depuis Blackie Cameroun sera avec nous à cette période-là durant la campagne électorale. Allô? Allô? Bonjour. Oui, vous êtes en direct. Votre question? Je vais demander au maire pourquoi il y a quelqu'un qui vient nous expliquer les médias et en fait les articles jouent tout bonnement. Moi, je pense qu'il y a peut-être qui est là depuis 60 ans qui peut nous expliquer les choses, comment ça se passe. On a pays à cause de l'Assemblée, il y a tous les problèmes qu'on a au Congo. Et puis, qu'est-ce que c'est un régime qui a connu Kennedy et Gaulle, donc qui est là depuis 60 ans. Et si je compte bien, il a fait 12 mandats de 5 ans. On peut aujourd'hui, après 2005, il a touché le chef actuel doit encore lancer. On ne peut de ça. On a du mal. Il a fait 4 mandats où il vient, tout ça. C'est pas possible. Oui, madame, ici. Oui, la République va évoluer. Bon, si parti gouverne, spontané, République. On a du mal à cerner correctement madame ici parce que sans doute que le réseau nous fait vraiment défaut avec madame ici, mais globalement on a compris. Sur la première partie de sa question, nous avons invité Jerry Tama et nous avions invité dimanche passé un représentant du parti politique UNIR. Donc je ne sais pas. Ça, la première partie de sa question, je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire. Nous on fait notre travail de député, on fait notre travail de parti politique. La pédagogie est au cœur de notre action politique. Donc je remercie Madame Essi quand même de reconnaître que nous faisons un effort. Ça me fait plaisir. Pas non, mais en fait, est-ce que c'est le sens de la question? Non, mais pourquoi est-ce que c'est toujours nous qui venons oui. expliquer? Ben, c'est ce que dit. Régulièrement, nous venons expliquer ce que nous faisons. Et dans le même temps, nous laissons de côté les gens d'Uni. Bon, maintenant, après, peut-être c'est à vous qu'il faut poser la question. Parce que les gens d'Uni étaient là. Ici, on répond aux invitations chaque fois qu'elles sont faites à notre endroit. Et puis bon, maintenant la deuxième question, je pense... La question, c'est sur la candidature de Fagna Singbe. Oui, moi, vous savez, je ne veux pas rentrer dans une erreur capitale que nous avons faite en 2014, en disant Fagna Singbe ne va pas se présenter, il ne va pas faire un troisième mandat. Et puis, dès qu'on a ouvert la candidature, c'est ceux qui disaient pas de troisième mandat qui ont été les premiers à les déposer. C'est pour ça que j'ai répondu tout à l'heure en disant pour moi que M. Fagna Singbe se présente ou qu'il ne se présente pas, du moment où on a fait une révision qui avait 152 limites. Moi, ça ne me pose pas le problème. Le problème, c'est comment s'organiser pour battre M. Fagna Singbe. À la limite, même, madame, ici, je peux même dire qu'aujourd'hui, le meilleur candidat pour l'opposition au niveau du NIS, c'est M. Fagna Singbe. Il communique très peu, il ne parle pas, il ne vient pas sur les médias expliquer son programme. Nous avions dit aujourd'hui que le gouvernement togolais, y compris même l'Assemblée nationale, était plutôt faible en communication. Donc aujourd'hui, à la limite, si vous avez une bonne stratégie de communication sur le terrain, à la limite, votre meilleur candidat, c'est celui qui ne parle pas. Mais pour moi, honnêtement, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Parce que nous tous, nous savons que si Fagna Singbe décide d'être candidat en 2020, ben, il le sera. Donc pourquoi est-ce que commencer à brasser du vent? Nous sommes centristes, nous sommes pragmatiques. Et nous voulons nous concentrer particulièrement sur des problèmes qui peuvent nous apporter des solutions au lieu d'aller chercher midi à 14h. Si quelque chose m'arrive, Fagna Singbe est responsable ainsi par Monseigneur Philippe Fanko-Podro. C'était là l'introduction, le début de l'introduction à mon émission. Quel commentaire peut avoir écouté? Écoutez, je pense que la force publique doit protéger tout le monde. Quand vous avez des menaces, vous saisissez la force publique qui est la gendarmerie et la police, ou éventuellement même la justice. En réalité, même c'est la justice
qui va, par le biais des officiers de police judiciaire, que sont la police et la gendarmerie, faire les enquêtes pour remonter. Moi, personnellement, je vais vous dire que j'aime pas ce genre de truc, parce que demain, vous pouvez avoir quelque chose. Aujourd'hui, vous enregistrez à Lomé une dizaine d'accidents par jour, et ces accidents-là sont parfois mortels. Je n'aime pas faire ça parce que nous ne savons pas. On dit les voies du Seigneur sont impénétrables. Je ne vais pas prendre la religion au Père Podjoro. Donc moi, je pense que si vous avez des menaces qui vous concernent, c'est de faire confiance à la force publique, de saisir la justice. La justice va faire les investigations. Mais voilà. Bon, maintenant, après, je ne sais pas non plus ce qu'il vit. Moi, en tant qu'acteur politique, à plusieurs reprises, j'ai subi des menaces. Ces menaces-là, hypothétiquement, vous décidez de... Et qui vous menace, vous? Ben, écoutez, vous avez, chaque fois que, vous savez, quand en 2017, on a décidé de quitter les manifestations, ben, on a été menacé. Il vous souvient quand même qu'en juillet 2018, nous avons été pris à partie par des gens même dans la diaspora. Donc oui, mais maintenant, la politique non plus, c'est un métier à risque, et vous devez accepter, prendre ces risques-là. Mais maintenant, libre à chacun de saisir la justice pour se faire protéger. Mais quand on parle de Monseigneur Philippe Franco Podjoro, son collaborateur Marc Mondi, convoqué, c'est ce que nous avions lu, est convoqué demain à la gendarmerie nationale, est-ce que c'est pour les obliger ou éventuellement pour les faire taire? Puisque de plus en plus, Monseigneur Philippe Franco Podjoro, il parle beaucoup. Monsieur Perrault, un matin, j'ai été convoqué par un policier qui m'a appelé sur mon téléphone. Et quand je suis arrivé, c'est une affaire civile, il était en train de faire l'enquête. Je ne veux pas, c'est ce que j'ai dit, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ce monsieur aille pour voir exactement de quoi il s'agit. Et qu'aujourd'hui, on a fait la loi portant l'organisation judiciaire, on a mis en place plus d'instruments de protection des citoyens. Donc oui, qu'il aille, et puis quand on saura exactement de quoi il s'agit, on pourra faire des spéculations. On ne peut pas spéculer juste parce que quelqu'un a été convoqué. Moi-même, personnellement, à 2 reprises, j'ai été convoqué. Quand je suis arrivé, parfois même les gens n'avaient que mon numéro, ils ne savaient même pas l'identité qui était derrière. Et quand je suis arrivé, on s'est rendu compte que c'est une affaire civile et que bon, ils étaient en train de prendre les éléments. Il faut savoir que les officiers de police judiciaire, qui sont la gendarmerie et la police, sont chargés de faire les enquêtes au profit du juge d'instruction pour pouvoir monter un dossier. Donc, pour le moment, je pense qu'il ne faut pas commencer à crier au loup. Attendons de voir exactement. Il y a un auditeur sur Facebook qui fait cette remarque. Vous aviez donné l'exemple de la Guinée à propos de l'élection d'Alpha Condé. Oui. Est-ce que vous pensez qu'Alpha Condé a été démocratiquement élu? Je ne réponds jamais à ce genre de truc parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les chiffres officiels. C'est ce que dit la réalité des urnes par rapport aux chiffres officiels des pays. Sinon, après, on rentre dans une spéculation sans nom. On pourra remettre en cause l'élection de tout le monde. Vous savez, même aux États-Unis, qui est un grand pays, beaucoup de personnes ont dit que c'est John Kerry qui était élu au détriment de Bush. Mais qu'est-ce que M. Kerry a dit? Écoutez, les lois de mon pays disent que je n'ai pas été élu, je n'ai pas été élu. Donc moi, je suis un démocrate, je respecte les institutions de mon pays et je fais en sorte d'avoir les éléments de preuve qui vont étayer les arguments que je vais présenter. Ça veut dire que demain, au Togo, vous ne vous plaindrez jamais que l'élection a été truquée? Non, mais écoutez, regardez les élections locales. Des gens font des recours, on a annulé les élections. Ce que nous avons comme difficulté au Togo, c'est qu'on nous dit on nous a volé. On dit comment vous a volé? Vous dites on sait qu'on nous a volé. Non, mais je parle. Non, mais si je dis si j'ai des éléments. En 2015, nous avons dit qu'il y a des irrégularités. Mais en 2015, nous avions 1%. Monsieur Pierrot. Donc, les irrégularités que nous avons relevées, si on les prenait en compte, ça n'inversait pas les résultats. C'est pour ça que nous avons dit qu'il y a des irrégularités, mais nous ne faisons pas de recours parce que ça n'inverse pas les résultats. Mais si nous avons des recours qui permettent d'inverser les résultats, on faisait des recours. Le gros problème qu'on a aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que nos agents électoraux ne jouent pas le jeu et vous n'avez pas des PV qui permettent d'expliquer en quoi est-ce que vous avez gagné. Et ça, c'est une plaie au niveau de l'opposition. Nous avons fini cette émission avec la Guinée, puisque la Guinée vit une crise depuis quelque temps. Nous parlions d'Alpha Condé qui veut remplir visiblement. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Oui, parce que moi, je suis quand même plutôt surpris de voir des gens qui ont subi les affres de son prédécesseur, M. Lansana Conté, qui était quand même un chantre de la démocratie et qui aujourd'hui arrive au pouvoir, décide de changer les règles du jeu. Pour moi, ça gêne. Parfois, les gens font des parallèles avec le Togo, mais le Togo, c'est que nous, on n'a pas de limitation de mandat, on en fait, alors que là, ils ont une limitation de mandat, ils ont un verrou constitutionnel. Mais j'ai confiance en peuple guinéen, je vois la mobilisation qui est là, je pense que ça va ramener raison à M. Alpha Condé. Je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est qu'il y a deux questions en ce qui concerne la limitation de mandat. Il y a une question éthique et il y a une question juridique. La question éthique, c'est que est-ce que c'est bon de faire plus de 3 mandats au Togo ou bien dans un autre pays? Je ne pense pas que c'est une bonne chose. Mais est-ce que la loi vous y autorise? Si vous arrivez à faire que la loi vous y autorise, nous sommes en démocratie, vous êtes obligé d'y aller. Mais je compte sur le peuple guinéen pour faire obstacle à cette initiative. Je vous donne quelques secondes pour conclure.
Non, pour moi, je vais dire, comme je l'ai dit toujours, dans un beau pays, aujourd'hui, allons sur le terrain, tous les militants des partis qui se revendiquent de l'opposition, allons sur le terrain et faisons en sorte que en 2020, qu'on puisse avoir les conditions d'organisation d'un deuxième tour au Togo. Et ce deuxième tour-là forcera tous les partis politiques de soutenir celui qui se présente au deuxième tour. Si c'est le net, nous serons particulièrement ravis, bien entendu, pour faire en sorte que l'alternance soit une réalité au Togo en 2020. Merci beaucoup. Nous devons nous excuser auprès de nos amis internautes parce que nous avons eu quelques soucis, donc qu'ils nous en excusent, quelques soucis. Nous avons perdu le direct sur Facebook et les questions qui ont été laissées, malheureusement, ces questions ne sont pas prises en compte au cours de cette émission, qu'ils veulent bien nous en excuser. Cette émission s'achève, elle va être rediffusée à 19h. Merci beaucoup à Djeri Tama d'être venu. Merci à Vincent Salas-Bouga Koudoyo pour la mise en onde technique. Moi, je suis Pierrot Atioubé. Je vous retrouve dimanche. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.